Le podcast du front office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle saison du Front Office. Ça y est, le Front Office saison 3, ça commence aujourd'hui. Et pour inaugurer cette saison, comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Et vous nous l'aviez demandé, nous avons un invité et vous en aurez régulièrement cette saison. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu de France Salary. Salut Mathieu. Salut Jérôme, salut Alex. Alors écoute, on va te laisser présenter un petit peu ce que tu fais, notamment sur Twitter. Toi, ton truc, c'est toutes les questions qui touchent à la finance de la NFL. Ouais, c'est ça, en fait, j'ai un compte sur Twitter, donc c'est @FranceSalary. Et mon but, en gros, c'est de vulgariser un petit peu les questions financières qui peuvent sembler un peu barbares et compliquées pour la plupart des gens. Et donc de faire ça, de donner des infos sur les resignatures, sur les restructurations, sur l'état financier des franchises par rapport au salary cap, par rapport à l'argent disponible. Et voilà, d'éclairer un petit peu les gens sur ces questions qui, de prime abord, en fait, sont pas faciles à aborder. Et donc tu peux Ouais, ouais. répondre, tu peux dire que le salary cap existe vraiment, même avec toutes les restructurations et tout, on le paye à un moment ou à un autre. Ouais, on le paye à un moment ou à un autre, forcément, en fait. Moi, mon avis, après, enfin, je veux pas développer spécialement sur la philosophie que, que j'aimerais voir tous les GM adopter, mais c'est qu'il y a une gestion intelligente en fait du salary cap qui est possible de faire et que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Moi, je suis pas contre les restructurations, contre pousser l'argent dans le futur, mais en fait, comme partout, toute gestion un peu extrême, bah, ça amène forcément des problèmes à un moment donné et ça amène à prendre de mauvaises décisions. Et il y a certaines franchises qui clairement en fait ont emprunté des mauvais chemins et soit restent butés dans cette philosophie-là, ou alors après mettre du temps en fait à s'en sortir quand les choses sont mal faites. T'as un Est-ce que tu as exemple là comme quelques ça équipes en tête? ouais, d'équipes Ah, qui auraient pris ouais, des bah, je veux mauvaises pas trop décisions. leur taper dessus, hein, mais clairement en fait les Saints Ouais. actuellement, et je parle bien actuellement, je pense pas qu'ils soient dans la bonne philosophie en fait, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que ils avaient Drew Brees qui arrivait sur sa fin de carrière, ils avaient Sean Payton et ils avaient un bon effectif, un très bon effectif même, ils avaient une fenêtre Super Bowl. Et voilà, sans s'être fait voler par une erreur d'arbitrage, ils auraient pu atteindre le Super Bowl il y a 3 ou 4 ans. Et donc je trouvais ça tout à fait pertinent à cette époque en fait, d'utiliser, on va dire, un petit peu la carte de crédit pour repousser les salaires, enfin le salary cap sur les années futures et se donner toutes les chances de remporter un titre. Sauf que cette fenêtre, elle s'est refermée, Drew Brees, il a pris sa retraite et Sean Payton est parti. Et je pense que ça aurait été pertinent de faire une sorte de reconstruction, mais c'est pas du tout la politique de la maison. Et on voit que maintenant, en fait, ils s'entêtent un petit peu dans cette politique-là, sans pour moi, hein, après moi je leur souhaite le meilleur, hein, mais sans pour moi avoir vraiment de possibilité de gagner un titre à court terme. Voilà, ça c'est le truc pour eux. Voilà, enfin, c'est l'exemple classique, hein, de toute façon on en parle tous les ans. Et après, bah, c'est vrai Ouais. que les fans des Saints ils prennent ça un petit peu à cœur, et puis tous les ans, malgré tout en fait, en continuant de repousser, de restructurer, il faut savoir que voilà, le front office des Saints fait ce que j'appelle un très bon fan service, c'est-à-dire que tous les ans ils arrivent quand même plus ou moins à mettre sur pied une équipe comment compétitive, qui va plus ou moins jouer pour sa division. L'année dernière, ils n'étaient pas si loin que ça dans une division qui était faible, effectivement, mais ils n'étaient pas si loin que ça. Cette année, avec Derek Carr, etc., et les signatures qu'ils ont fait, je pense que c'est presque limite même les favoris. Mais après, je pense qu'il y a un trop gros gap avec les tops équipes de la NFL qu'on a, avec les Chiefs, avec les Eagles, là en ce moment, qui ont une bonne génération et qui sont aussi un petit peu dans cette philosophie de repousser sur le futur pour espérer plus loin en fait que juste une qualification en playoff. Voilà. Ok, et toi en tant que fan, du coup, tu nous disais en off, fan des Cowboys, au-delà du financier, comment t'as trouvé la saison dernière? Bah, comment j'ai trouvé? Moi, je l'ai trouvé honnêtement pas mal, quoi. J'ai trouvé qu'il y avait plutôt un bond en avant, en fait, dans l'effectif global des Cowboys. Et malheureusement, on a eu un Dak qui était pas au niveau. Plus ou moins toute la saison, ça a été un peu sur courant alternatif. Mais si on prend vraiment bah, ce qui a fini la saison pour nous, la défaite en playoff contre les 49ers,
c'est clairement lui le responsable principal, quoi. On a une défense qui a très bien joué. On a en plus eu pas de chance avec Pollard qui s'est blessé. Mais autant sur les années précédentes, on pouvait se dire, ouais, l'effectif n'est pas assez bon pour jouer le titre. Et malgré tout ce que fait Prescott, qui avait un bon niveau, etc. Là, je pense que l'année dernière, ce qui est un peu rageant, c'est que c'est l'inverse qui s'est passé. C'est que la défense a vraiment continué sur sa lancée, a fait encore un pas en avant. Et, mais c'est Prescott qui a un peu plombé le dernier match. Voilà. Ouais. Écoute, on était assez d'accord avec toi dans l'analyse. Clairement, la Prescott, il a montré un certain plafond dans les gros matchs qu'on a souvent reproché à d'autres quarterbacks, et c'est vrai que ça a été assez décevant. On va en revenir à. On peut dire quand même que France Salary, c'est ton activité principale sur Twitter, même si tu suggères aussi la page Cowboys France. C'est vrai. Du coup, toi, ton actualité, là, pendant l'intersaison, je suppose que c'est là où tu t'amuses le plus, les signatures de contrats, les trades, les tags, tous les termes un peu techniques où la grande masse de fans que nous sommes, ça va un peu perdu. Pendant la saison, est-ce que tu t'es actif sur Twitter? Est-ce que tu regardes qui pourrait faire quel trade, qui va cut des joueurs, ou t'es Ouais, plutôt, je regarde un petit. ok, vas-y, vas-y. Pardon, excuse-moi. Je pensais que tu avais terminé. Ouais, je regarde un petit peu. Honnêtement, le compte, il n'était pas actif. En fait, à la base, c'est un compte que je voulais créer depuis longtemps. Et je l'ai créé en collaboration avec la personne avec Prince, pardon, qui gère le compte des Denver Broncos France il y a Ok. 2 ans. Et puis en fait, pour des questions de temps, je pouvais pas le faire à fond. Donc le compte, il a été en stand-by pendant quasiment 2 ans. Et là, je me suis dit, voilà, cette année, j'ai plus de temps par rapport au côté professionnel, etc. Donc je voulais vraiment le relancer à fond. Et là, je m'en occupe tout seul. Et ça fait vraiment que depuis cette off-season que je relance le compte à fond. Ok. Eh bien, écoute, on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Le programme, pour vous qui nous écoutez, on a décidé de traiter ce qui s'est passé pendant cette intersaison poste par poste. Comme ça, Mathieu, tu vas pouvoir un peu nous apporter ton point de vue sur quels contrats ont l'air plutôt bons, pas bons, quels impacts ils ont à court, moyen, plus long terme, enfin, toutes ces questions financières. On va pouvoir mettre les joueurs en relief les uns par rapport aux autres. Et puis, nous, avec Alex, voilà, on est là pour t'accompagner, te lancer sur des aspects un peu plus sportifs et laisser ton expertise s'exprimer. Je te propose qu'on commence tout de suite. Est-ce qu'il y a un joueur, un quarterback là, tout de suite? Moi, t'as parlé des Saints, tiens, j'aimerais bien qu'on commence avec le cas Derek Carr. Contrat de Derek Carr, Mathieu, on te laisse la main. Ouais, alors le contrat de Derek Carr, en fait, c'est un contrat qui honnêtement me plaît assez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et je veux pas m'acharner sur eux, je pense que c'est pas ce que j'aurais fait en fait si j'avais été les Saints, parce que c'est pareil, je trouve que c'est repousser un petit peu le problème dans le futur. Mais globalement, le contrat de Derek Carr en lui-même, je trouve que c'est un bon contrat. C'est moins cher que ce qu'il touchait à l'époque avec les Raiders. Ok. Donc c'est quand même bien en fait. Ils n'ont pas eu à dépenser de capital de draft pour l'acquérir et finalement ils se retrouvent avec un contrat qui en termes de valeur et de structure est plus avantageux pour eux. Donc clairement c'est pas, j'ai aucun problème avec le contrat. Au total c'est 4 ans pour 150 millions, donc c'est moins de 40 millions par an, c'est 37,5. Et globalement on peut dire qu'il y a 2 années, il y a 2 années qui sont vraiment garanties. Donc alors j'ai pas exactement tous les chiffres en tête. Ça avoue que vu que c'est un contrat qui est arrivé J'avais il y a vu, une dizaine de jours déjà, je j'avais vu là l'avais. sur un site qu'il y avait une soixantaine de millions garantis à la signature et une centaine en tout garantis. Ouais, c'était ça. Alors exact. C'est 60 millions à la signature et ce sera 70 millions. En fait, ce sera 70 millions en mars prochain. Ce qui fait que si jamais ils veulent s'en séparer au bout de 2 ans, bah, ça aurait fait que 2 ans pour 70 millions. Mais globalement, dans les faits, il faut plutôt considérer que c'est un contrat de 3 ans et 100 millions de dollars, ce qui fait 33 millions par an. Je trouve que c'est relativement accessible pour un joueur qui a
qui a quand même pas mal prouvé en NFL, qui a fait des saisons qui étaient belles, dont une particulièrement où à un Mm. moment il était même dans la discussion éventuelle pour les MVP. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Justement, Alex, sportivement, là, on sort des sous. Est-ce que c'est une signature déjà qui te plaît? Et selon toi, c'est quoi le plan pour la draft? Est-ce que ça va tenter de prendre un jeune projet qui va se développer sous Derek Ouais, Carr ou je pas du pense tout? pas, non. Je pense pas. Tu mets pas autant dans l'avenir, notamment comme l'expliquait Mathieu. Là, le salary cap, ils étaient obligés d'avoir un montant le plus faible possible. Donc l'année prochaine, ils vont raquer. C'est au niveau du cap, de ce que j'ai compris, hein. Donc ils vont payer beaucoup plus. C'est pas pour que ce soit un jeune QB qui prenne sa place. Je pense que, comme l'a dit Mathieu, c'est 3 ans, 100 millions. Tu vas pas mettre un mec qui a 100 millions de contrat sur 3 ans sur le banc. Là, ils vont essayer de faire l'équipe la plus compétitive possible avec le peu de cap qu'il leur reste. Bon, ça compte pas pour les tours. Ils ont encore quelques pics. Ils ont notamment un premier tour qu'ils ont récupéré via Sean Payton. Euh, ouais, c'est ça. Ils ont récupéré un pic. Fin de premier tour. Ils vont faire ce qu'ils peuvent, hein, de toute manière. Là, ils sont un peu bloqués. Moi, je n'aurais pas fait ce choix-là non plus. Je suis totalement d'accord avec Mathieu que les Saints, chaque année, ils ont un problème. C'est qu'il faut comment dire, ils réduisent. Là, cette année, c'était quoi? C'était 44 millions, je crois, Mathieu, À enfin, la base dans ces alentours. c'était plus de 60 millions en fait. Ouais, voilà. Donc, c'était 60 millions à réduire, à restructurer, etc. Ils le font chaque année. Ils vont encore devoir le faire la saison prochaine. Et Derek Carr te fera gagner peut-être ta division, mais te fera pas gagner tout court. Donc, Bah, c'est. c'est pour ça que je te parlais de projet, parce que je parle pas forcément d'un projet à court terme où il joue un an puis il est benché. On a énormément parlé d'Anthony Richardson qui sera un projet moyen-long terme. Ah, mais lui, il sera Si t'as parti un, bien avant, hein. si t'as un QB qui est... Ouais, oui, après on n'est pas encore à la draft, mais tu vois l'idée, il pourrait y avoir un jeune qui soit testé, qui soit une bonne surprise et qui dans 2-3 ans est le niveau d'un titulaire, et un Derek Carr qui fait 2 ans et un trade derrière. Mais visiblement, tu n'y crois pas du tout. En tout cas, Non. il fallait qu'il trouve quelqu'un pour lancer le ballon à Michael Thomas qui joue 4 matchs par saison. Je vous propose de passer à Jimmy Garoppolo qui remplace notre ami Derek Carr chez les Riders et qui, lui, je crois, a signé pour 3 ans et 67,5 millions. Est-ce exact, Mathieu? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et il y a même après, ça c'est la base du contrat, et il y a Ok. éventuellement après s'il performe, il y a des incentives en fait, donc des bonus à la performance en plus. Je crois qu'ils peuvent amener le contrat jusqu'à à peu près 90, hein. Ouais, c'est ce que j'avais vu aussi. Mais c'est un beau contrat pour Jimmy Garoppolo, n'empêche. Ou alors, attendez, non, en fait, non, je vais corriger parce que ça, non, c'est une erreur. C'est la base du contrat qui je crois, non, t'es plutôt aux alentours de 65 millions et les bonus à la performance qui amènent à 76 ou quelque chose comme ça. Ok, ok. Ça reste un beau Et contrat, ouais, ça reste un beau mais. contrat. Moi, j'aime pas, mais j'aime pas pour les Raiders parce que c'est pareil, je les vois pas en fait, je le vois pas meilleur que Derek Carr. En plus, dans la structure de contrat, il y a très peu en fait de bonus qui seraient liés en fait à sa santé. Et on sait que c'est un joueur qui est, voilà, sur les dernières années, qui a été énormément absent pour cause de blessures. Et s'il se blesse à nouveau, bah voilà, tu vas quand même devoir le payer. Minimum, c'est 22,5 millions par an, la première, la deuxième année, et ça me plaît pas énormément. En fait, quand j'ai vu le contrat, le tout début, qu'il y avait les premiers détails qui étaient sortis, j'avais trouvé ça pas mal parce que j'avais dans l'idée que les Raiders allaient drafter un quarterback avec leur choix qui est haut, leur septième choix, ils avaient peut-être monté un petit peu pour drafter un quarterback, et je trouvais que Garoppolo, ça faisait office de bon bridge quarterback. Ouais. Mais je pensais que la structure du contrat faisait qu'il pourrait s'en séparer après un an. Et en fait, ça ne sera pas le cas, ou alors ça va leur coûter assez cher, parce que pour le moment, en fait, sur le contrat de Garoppolo, il y a, euh, il y a 35 millions garantis à peu près. Donc la première année de contrat qui est à 22,5 et un roster bonus de l'année prochaine qui est à 11 ou 12. Et ça veut dire que s'ils s'en séparent, ça leur aura coûté 35 millions pour seulement un an, ça fait beaucoup. Et sinon, bah voilà, il y a cette garantie. Et en plus, le contrat de Garoppolo, il deviendra pour 2024 garanti dès le début du mois de mars de l'année prochaine. Ouais. D'accord. Ouais, donc Donc, ouais, donc tu l'as au très moins cher pour s'il 2 ans, quoi. peut. Ouais. Voilà. En fait, si ça avait été un contrat
pour lequel les Raiders auraient pu s'en sortir au bout d'un an, là j'étais ok, je trouvais que c'était pas mal. Et pour 2 ans, je trouve que c'est un peu beaucoup. Enfin, je comprends pas trop en fait ce que font les Raiders. C'est du gain petit Je, j'ai- encore, j'ai l'impression. Je pense que tu essayes de limiter la casse parce que pour l'instant, dans ton effectif, tu as encore Davante Adams, en tout cas à l'heure où on parle. Tu as ce genre de joueur et que tu peux pas le voir en lui disant bah écoute, il y a plus d'Eric Carr et puis l'année prochaine, bienvenue au petit nouveau rookie qui découvre la ligue et qui est là pour t'envoyer des passes alors que tu es en plein dans ton prime. Enfin, ouais, je suis assez d'accord avec Alex. Hein. Le côté gagne petit, le côté pansement, le côté roue de secours, on essaye de bricoler quelque chose, mais d'accord sur le fait que ce soit cher. Mathieu, je te laisse la Ouais. main. Non, mais juste pour revenir là-dessus, en fait, ce que tu dis sur les Raiders, je suis pas spécialement d'accord. Enfin, par rapport à Devante Adams, moi je trouve que pour Devante Adams, c'est la pire des situations. Moi, si j'étais à sa place, au contraire, en fait, c'est soit tu m'amènes un gros quarterback et puis on joue le tout pour le tout et on essaye de gagner, on a 1 an ou 2 ans, ou alors soit euh, on draft un quarterback très tôt et on peut avoir la bonne surprise que le mec se développe très vite. Et pareil, que tu puisses avoir l'opportunité de jouer le titre aussi. Là, la Et solution l'argent, tu le mets ailleurs Garoppolo, en plus. voilà, et l'argent, tu peux le mettre ailleurs. Et là, la solution Garoppolo, elle est entre les deux. Et tu te dis, bah, en fait, on va aller où? On va aller nulle part. C'est quoi notre plafond? Notre plafond, c'est de gagner par miracle 9 victoires et de se mettre en playoff par le dernier spot de wildcard. Enfin, moi, Ouais. si j'étais Et joueur, une star comme Devante Adams, c'est pas le genre de truc. Enfin, c'est pas ce qui m'enchanterait comme scénario, quoi. en plus, tu es dans Mm. une division qui est quand même assez dure en face avec. Globalement, Garoppolo, c'est le quatrième QB de la division. Je pense, hein, même Ouais. avec la saison de Russell Wilson l'année dernière. Et les Broncos se sont bien renforcés. Donc, tu as moyen quand même d'être encore quatrième avec Garoppolo et de, comme tu l'as dit, de le payer 35 millions, enfin pour 2 ans, pour je sais plus combien du coup, 50 millions on va dire pour 2 ans, ça fait cher. Mm. Eh bien, messieurs, après ces équipes qui sont plus dans le bricolage que dans la bonne décision, on va passer aux bonnes surprises de la saison dernière. On va parler de 2 contrats, ceux de Geno Smith chez les Seahawks et de Daniel Jones chez les Giants. 2 prolongations. Mathieu, je te laisse la main. Qu'est-ce que tu penses du montant, de la durée, de la forme des contrats on te Ouais, laisse la c'est parole. deux contrats qui sont complètement différents. En Ok, fait, Geno Smith, c'est un excellent contrat pour les Seahawks, je trouve. En gros, il va gagner moins que s'il avait reçu le franchise tag cette année. Il va ouais. même gagner moins que s'il avait reçu le transition tag, qui est une version light, on va dire, du franchise tag pour pas embrouiller tout le monde. Ils peuvent s'en séparer au bout d'un an. Je crois que la garantie, c'est 24 millions. C'est je suis très content en fait pour les Seahawks. Moi, ce que je disais quand j'avais fait ma petite review en fait sur Twitter des Seahawks, c'est qu'il fallait pas s'enflammer avec eux et qu'il fallait pas croire que parce qu'ils ont fait les playoffs alors qu'on les attendait de nulle part, il fallait mettre la banque sur Geno Smith et repartir et arrêter la reconstruction. Moi, je pense que là, les Seahawks, ils ont dans l'esprit d'aller quand même choisir un quarterback. On verra ce qui se passera devant eux à la draft. Il est possible que les 4 premiers picks ce soit 4 quarterbacks et qu'ils se retrouvent un petit peu embêtés avec plus rien à prendre quand ce sera leur choix. Peut-être qu'ils vont faire un petit trade-up, mais c'est pas le genre de la maison. Mais moi j'aime bien le plan en fait qu'ont les Seahawks actuellement avec Geno Smith. C'est vraiment s'il continue, en plus, il y a des incentives qui sont des bonus à la performance qui sont très intelligents. C'est que, en gros, ils lui ont dit, bah voilà, Geno Smith, tu as bien joué cette année et tu mérites qu'on te paye, donc on va quand même te donner un beau contrat. Et si tu reproduis exactement les mêmes performances que tu as fait cette saison, eh ben, tu auras plein de bonus à la performance qui vont venir agrémenter ton salaire. Donc, je trouve ça très bien. S'ils continuent en fait dans cette voie-là, ben, ils peuvent éventuellement le garder encore une année de plus ou 2 années de plus. Et puis, bah, sinon, ça aura été voilà le quarterback qui fait le pont avec le nouveau quarterback qu'ils vont drafter. Moi, par exemple, vous parlez tout à l'heure d'Anthony Richardson, Richardson. c'est vraiment la destination idéale que j'aurais pour lui en fait. C'est-à-dire un an où vraiment on ne fait pas jouer. Tu te mets derrière,
t'apprends derrière Geno Smith, qui est un quarterback qui n'a pas été énormément titulaire, mais qui a fait plein d'équipes, qui a quand même de l'expérience, qui a l'habitude d'avoir ce rôle un petit peu de backup et donc qui saura comment guider un petit peu Richardson. Et je trouve que ça serait super en fait d'avoir ce scénario pardon là pour les Seahawks. Un bon Et leader de du... vestiaire en plus. Ouais. Et t'en as parlé tout à l'heure avec les pics, ça va être compliqué de monter parce que c'est vrai que le seul pic qui a l'air à vendre dans les 4 premiers, ça a l'air d'être celui des Cards. Et je pense pas que les Cards vont trader avec les Seahawks ou alors ce sera pour une rançon. Donc ils vont devoir attendre ce qu'ils ont en 5. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ils peuvent s'en sortir encore si comme on l'entendait, les Panthers ont envie de descendre. Il y a eu le scénario, il pourrait y avoir eu montée pour ensuite redescendre et récupérer, tu vois, monter beaucoup pour redescendre d'un peu moins. Bon, je suis pas sûr que ça va arriver, mais je pense que s'ils avaient vraiment s'ils avaient vraiment l'œil sur un QB en particulier, ça pourrait se tenter, quoi. Mais ça coûterait peut-être un peu cher. Ça coûterait très cher. Ça coûterait très cher. Et sinon, du coup, Daniel Jones, tu disais un contrat un peu moins intéressant, Mathieu. Ouais, sans parler juste de la valeur, en fait, rien que par rapport à la structure. Ouais, Là, bien sûr. Daniel Jones, c'est 82 millions qui sont garantis à la signature sur 2 années. Donc, ça fait, c'est-à-dire que minimum, tu l'as à 41 millions de salaire par an. Et dans les faits, parce qu'il va y avoir de la garantie qui va se rajouter là-dessus en mars 2024, c'est un contrat de 3 ans et 112 millions. Donc, voilà, on est à 37-38 millions de moyenne. Bah, je trouve ça quand même relativement cher pour un joueur qu'il faut le savoir. Les Giants n'avaient pas activé la 5e option de son Ouais. contrat rookie et donc tout a changé en fait pour lui en un an avec l'arrivée de Dabble. Et c'est vrai qu'il a fait une assez bonne saison. C'est vrai aussi malgré tout que c'est pas quand même lui qui apporte, enfin c'est mon avis, hein, qui a porté leur équipe à bout de bras tout au long de l'année quoi. Il y a eu d'autres choses par rapport au coaching, au jeu qui était mis en place pour l'aider. Là, on arrive quand même sur des salaires, c'est le même salaire que Dak Prescott. Euh, je- et tout le monde se plaint déjà que Dak Prescott gagne beaucoup trop d'argent. Je pense quand Ouais. même qu'aujourd'hui, en termes de qualité de joueur, Dak Prescott, il reste au-dessus de Daniel Jones, quoi. Donc Oui, et au moment où Dak Prescott signe son contrat, il est bien meilleur que le Daniel Jones d'aujourd'hui en plus. voilà, clairement. Le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est que les Giants, ils voulaient absolument garder Saquon Barkley. Et bah, dans ces cas-là, il y a un tag pour 2 joueurs. Ouais. Et donc, ce dont ils se sont dit, parce que je pense pas que même s'ils vont essayer, apparemment ils vont essayer, donner un contrat long terme à un running back, c'est pas facile. On voit que souvent Mm. ça se termine en déception. On l'a vu encore hier en fait avec le cut d'Ezekiel Elliott. Donc ils se sont dit que c'était sûrement plus facile de faire une extension et un nouveau contrat long terme avec Daniel Jones, mettre le tag sur Saquon Barkley et après prendre toute l'off-season pour éventuellement discuter et trouver un accord pour le garder 3-4 ans de plus. Ok. Et Ouais. enfin, Ah, mais c'est vrai que quand ça a signé, parce que la 5e option, c'est 22 millions. Enfin, je crois que c'est ce que tu as signé à peu près. C'était pour 22 millions là il y a quelques jours. Donc tu passes de 22 à 112. C'est un peu beaucoup quoi. Je sais pas quelle était la cinquième option. Il faut savoir que la 5e option, ça dépend en fait de ce qu'a fait le joueur pendant son contrat rookie. Il y a 4 Ouais. paliers. J'ai fait un post récemment Ouais. sur Twitter, les gens peuvent le retrouver. Et en fait, en gros, si tu n'as fait que, et je pense que c'était le cas de Daniel Jones, lui, enfin, il avait sûrement la partie temps de jeu en fait qui était pour lui, mais Ça c'est aurait été beaucoup moins cher que si. 22,38. D'accord, c'était 22,38. Mais il faut savoir que Ouais. par exemple, si c'est un quarterback qui a fait des Pro Bowl, et ben là, il aurait touché en 5e option la même chose que le franchise tag. Ok. Donc les 30, là, ça aurait été 32. 32, 32, ouais, c'est 32. ça. Ok. Ok. eh bien, messieurs, on va terminer cette section quarterback avec les 2 gros dossiers de cette intersaison. Et je peux vous dire que Mathieu a des choses à dire sur le sujet. Il nous a fait un joli topo en off et on va te laisser la main pour le partager à nos auditeurs. Les dossiers Aaron Rodgers et Lamar Jackson. Alors, pour vous recontextualiser tout ça avant de laisser la main à Mathieu, Aaron Rodgers a parlé et a déclaré vouloir aller chez les Jets. Je te laisse la main sur ce contrat, mais ça implique pas mal de choses financièrement.
Ouais, ça implique beaucoup de choses. En fait, le cas Aaron Rodgers, il est assez fascinant parce que, faut savoir qu'en fait l'année dernière et uniquement pour faire plaisir à Rodgers qui était un petit peu boudeur et cetera, les, Packers ont rajouté 2 années de contrat, à Rodgers et c'est ce contrat-là, il a été, façonné de façon très particulière. Je pense que c'est le premier cas dans l'histoire de la ligue où on voit ça. C'est que le salaire est garanti, mais pas sous forme de salaire, sous forme de ce qu'on appelle un option bonus, donc bonus optionnel, mais qui n'est pas optionnel puisqu'il est garanti, et qui peut être déclenché par les Packers à n'importe quel moment pendant toute l'off-season jusqu'à la première semaine de septembre. Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que les Packers, ils ont aussi des problèmes de salary cap, que Aaron Rodgers, avec ses contrats, au fur et à mesure, qui ont souvent été restructurés, et ben, il y a énormément d'argent qui a été poussé vers l'avenir. Il a des gros cap hits. Et pour ne pas handicaper les Packers pendant l'intersaison, ils ont trouvé cette solution d'option bonus qui ne sera pas déclenchée tout de suite, de manière à pouvoir fonctionner et signer d'autres joueurs et ne pas être obligé de faire des cuts ou des restructurations trop importantes. Donc, pourquoi en fait c'est très important cette option de Rodgers dans le cadre de son échange avec les Jets? C'est qu'elle est garantie et que, comment dire, actuellement il y a un jeu un petit peu de dupes qui s'opère entre les Packers et les Jets. À savoir, quelle sera la compensation que les Jets vont devoir donner pour Rodgers. Ce qui est certain maintenant, c'est avec ce qui a été annoncé hier, c'est que Rodgers ne rejouera plus jamais pour les Packers. Ouais. Donc, enfin, je pense que c'est établi. Ce qui est aussi certain, c'est que avec ce qui a été annoncé hier, les supporters des Jets, si jamais Rodgers ne venait pas, mais ils seraient complètement furieux, quoi, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils attendent d'avoir une fenêtre pour aller jouer un Super Bowl, d'avoir un grand quarterback, que voilà, la pression elle est un petit peu sur les deux équipes. Et il y a un petit discours qui s'est établi depuis hier qui dit ouais, mais nous les Packers, on veut ça et c'est pas grave, au cas où, on pourrait éventuellement attendre et même garder Rodgers dans notre effectif cette année, qui joue ou qui joue pas. Et l'année prochaine, on pourra s'en séparer à un coût mesuré qui serait en fait de 24 millions de dead money. Sauf que ça, c'est une info qui est fausse. Et d'où ça vient, je sais très bien d'où ça vient, c'est qu'il y a un site, qui est un excellent site, qui est Over the Cap, qui aujourd'hui, en fait, sur la fiche d'Aaron Rodgers, vous marque que la dead money 2024 d'Aaron Rodgers serait de 24 millions. Mais ça ne prend pas en compte ce fameux bonus optionnel dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui n'a pas été activé et qui donc du coup ne peut pas être inscrit en fait dans les données du site internet. Ce bonus optionnel, c'est le salaire de Rodgers cette année, c'est 60 millions de dollars, grosso modo. Il reste 3 ans de contrat à Rodgers et donc ce bonus, il va être restructuré comme on le fait habituellement avec un salaire qu'on transforme en bonus à la signature et on divise par le nombre d'années qui restent. Il reste 4 ans, 60 millions, ça fait 15 millions cette année et 45 millions donc pour les 3 années restantes. Ce qui veut dire que c'est pas du tout possible en fait pour les Packers de garder Rodgers et de le libérer l'année prochaine avec seulement 24 millions de dead money. Ces 24 millions en fait, c'est des anciens bonus qui ont été restructurés en 2019, en 2020, en 2021 et il faudra ajouter les 45 millions et ça nous fera un total qui va s'approcher des 70 millions. Je crois que le chiffre exact c'est 68,5 millions de dead money, d'argent mort en fait. La dead money, en fait, c'est l'argent euh, qui est sur votre salary cap pour un joueur qui n'est plus dans l'effectif. Et clairement, l'année prochaine, les Packers ne pourraient jamais en fait fonctionner pendant l'intersaison avec 70 millions de dead money. Il faut se rendre compte que quand même, ça représente 30% à peu Ouais. du salary cap global de l'équipe. Et en plus, vu la situation dans laquelle ils sont cette année et qui seront encore plus ou moins l'année prochaine, ils pourraient jamais le faire. Et ils pourraient non plus faire ce qu'on appelle le cut après 1er juin, qui permet de répartir cette dead money sur 2 ans. Ça, ce serait impossible aussi, parce que dans le contrat de Rodgers, il y a une deuxième option qui existe, qui est de 50 millions de dollars cette fois, et elle va devenir obligatoire et garantie en février 2024, 5 jours après le Super Bowl. Donc,
pour ne pas que cette option devienne garantie, les Packers seraient obligés de couper Aaron Rodgers entre le Super Bowl et donc le 5e jour au mois de février, et ce qui rendrait un cut post 1er juin impossible. Impossible. Ok, Ok. Voilà, ça c'était les détails que je voulais expliquer sur Rodgers, et donc pour dire que en fait la pression elle est sur les deux camps. Il va falloir s'entendre, ils vont s'entendre, c'est sûr et certain, mais il faut pas croire que tous les atouts sont dans la main en fait des dirigeants des Packers. C'est pas du tout le cas, c'est beaucoup plus équilibré que ça. Et le seul avantage qu'ont les Packers actuellement, c'est qu'ils peuvent dire nous on peut attendre encore un peu. Ça peut pendant un mois, vu que le salary cap d'Aaron Rodgers, il n'est pas énorme actuellement, alors que les Jets, ils aimeraient quand même que ça soit bouclé le plus rapidement possible pour qu'ils puissent terminer leur recrutement, pour que éventuellement Aaron Rodgers il commence à discuter avec son nouveau coordinateur offensif, son nouveau coach, etc. C'est là où il y a un petit avantage que les Packers ont dans la négociation, mais c'est pas du tout sur le fait de pouvoir le garder au cas où si tout capote. Ça serait absolument catastrophique pour les Packers si le deal capotait complètement. Donc une petite question que j'ai moi, et c'est très bien que tu sois là du coup. La dead money du coup, tu l'as dit, c'est uniquement l'argent quand la personne n'est pas sur le roster. Et du coup, est-ce que la dead money, c'est l'accumulation de tous les cap hits qui auraient été sur les prochaines années? Imaginons là, il a 15 millions sur 3 ans qui arrivent comment dire, en cap hit de restructuration. Est-ce que s'il se fait couper, c'est tout sur la même année qui arrive? Ouais, alors c'est absolument ça. En fait, il y a deux choses. Il y a deux possibilités en fait, c'est ce que je parlais, vous savez, du cut 1er juin, pas 1er Ouais. juin. En fait, le 1er juin, c'est une date charnière en NFL parce qu'à partir du moment où le 1er juin est passé, si un joueur est libéré, l'équipe ne va absorber que, euh, que la partie du bonus correspondant à l'année en cours sur son salary cap et le reste l'année suivante en fait. Ok. Et donc il y a une mesure qui est en place et qui permet en fait aux joueurs d'être libérés par les équipes plus tôt dans l'année. Donc par exemple maintenant, c'est ce qui s'est passé avec Ezekiel Elliott par exemple hier. Il a été coupé par les Cowboys. Il avait une dead money totale de 11 millions de dollars ou 11,8, il me semble, c'est ça, 11,8. Ils l'ont mis en coupe 1er juin. Ça veut dire qu'ils vont devoir quand même le garder, entre guillemets, pas dans leur effectif, mais le salaire va continuer de compter pour les Cowboys jusqu'au 1er juin. Mais au lieu d'avoir ces 11 millions de dead money sur cette année, ça va être réparti. Ils vont en avoir 5,8 pour la saison 2023 et 6 millions pour la saison 2024. Ok. Très clair. Et je pense que ça va nous. Voilà comment ça se passe en fait pour les coupes. Et en fait, oui, effectivement, en fait, tout ce qu'on appelle la dead money, alors c'est soit de l'argent qui est encore éventuellement garanti, des salaires garantis sur un contrat. Ça arrive quand même de temps en temps que des joueurs ils déçoivent tellement que ils ont 4-5 millions qui est garanti, ils sont coupés quand même. C'est le cas par exemple pour Kenny Golladay cette année avec les Giants. Ouais. Mais sinon, la plupart du temps, ça découle en fait des bonus à la signature. Il faut savoir qu'un bonus à la signature, quand il est donné, que ce soit à la signature initiale du joueur ou alors quand on transforme un salaire en bonus à la signature pour baisser le cap hit, eh bien c'est réparti en fait sur toutes les années restantes du contrat. C'est un Donc, amortissement. voilà, c'est tout à fait, c'est vraiment le terme, c'est un amortissement. Un joueur, aujourd'hui, il a encore 4 ans de contrat, il a un contrat cette année de 20 millions de dollars. On transforme les 20 millions, enfin, c'est jamais 20 millions, mais parce qu'il faut On va toujours dire garder le 21. salaire minimum. Voilà, 21. Et ben, on va transformer ces 21 millions en 1 million de salaire et 20 millions de bonus à la signature qui seront répartis tels quels. 5 millions cette année, 5 millions l'année suivante, 5 millions l'année d'après, etc. Sauf que le jour où il est coupé, parce que le joueur, il aura quand même reçu ses 21 millions. Et il n'y a rien qui se perd avec le salary cap. À partir du moment où on a donné de l'argent à un joueur, il faut toujours que ça apparaisse à un moment donné sur le salary cap de l'équipe. Et donc, si on se sépare du joueur avant que son contrat arrive à son terme, eh bien, cet argent va être, on va dire, accéléré sur le salary cap de l'année en cours. Bien écoute, c'est très Ultra bien que clair. tu Ou sur 2 années. précises cette notion de dead money en profondeur, puisque c'était une des questions qu'on avait reçues sur Twitter, une question de Pierre. Donc voilà, je crois que là tu as ta réponse bien en profondeur. Mais si on va accélérer un petit peu, Mathieu, on va te redonner la main sur l'affaire Lamar Jackson maintenant. C'est l'autre très gros dossier où il y a pas mal de choses
de choses à dire. Et après, on clôturera les QB avec à la volée les quelques signatures de joueurs qui pourraient avoir un rôle à jouer la saison prochaine. Donc Mathieu, on te laisse la main sur Lamar Jackson. Ouais, je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. Donc sur Lamar Jackson, ce que je veux juste expliquer, je vais vous expliquer pourquoi, allez, il y a moins d'1 % de chance pour qu'il joue pour une autre équipe que les Ravens, cette année. Tout Ok. simplement, en fait, ce qui se passe, c'est que donc Lamar, là, il y a 10 jours, il a reçu le tag non exclusive qui lui permet donc de négocier avec toutes les autres équipes. Et si jamais il se met d'accord avec une équipe, eh bien, les Ravens ont la possibilité de ce qu'on appelle matcher le contrat, de donner exactement le même contrat que ce qu'il a pu négocier avec une autre équipe, ou alors de le laisser partir et de recevoir 2 premiers tours de draft. Les Ravens, ça c'est un avis personnel, mais j'en suis convaincu. Ça fait 2 ans qu'ils négocient avec Lamar, 2 ans que bah, ils ne trouvent pas de solution. Donc ils ont trouvé cette solution-là de manière à éventuellement laisser les autres équipes négocier pour eux, mais avec en tête la volonté absolue de conserver Lamar Jackson et que quoi qu'il arrive, peu importe le contrat qu'il va recevoir, à part si on part dans des trucs complètement délirants, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, si aujourd'hui Lamar Jackson recevait un contrat de 4 ans, 55 millions de dollars par an, avec même le tout garanti, eh ben, je suis persuadé que les Ravens, ils accepteraient quand même. Ça, c'est mon avis personnel. Et voilà. Mais pourquoi ça va pas se passer comme ça? Tout simplement parce que déjà, Lamar Jackson, quand il a reçu son tag, il n'a pas pu commencer à négocier avec d'autres équipes. Il devait attendre hier, le début officiel de la nouvelle année de la Ligue, pour pouvoir négocier. Et si jamais une équipe qui aurait été très très forte, qui appelle Lamar et qui arrive à s'entendre avec lui, arrive à se mettre d'accord pour un contrat et donc lui faire une offre, il faudrait en fait que cette équipe elle libère, enfin, attendez, comment je peux expliquer ça? Elle Heu, bloque. voilà, il faudrait que cette équipe, en fait, elle bloque le contrat qu'elle veut proposer à Lamar sur son salary cap. Et il faudrait qu'elles arrivent à façonner un contrat qui serait, impossible à matcher pour les Ravens. C'est-à-dire comment faire ça? Les Ravens, ils ont pas énormément de salary cap cette année, de place sur le salary cap. Il faudrait mettre la première année éventuellement à 70 millions de dollars ou même 80 millions de dollars, rendant complètement impossible pour les Ravens de s'aligner là-dessus. Mais les Ravens auraient 5 jours pour s'aligner. Pendant ces 5 jours, le salary cap de l'équipe qui a fait cette offre de contrat serait bloqué. Il serait dans l'impossibilité totale de faire des signatures. Il n'y a aucune équipe qui a autant de salary cap. Même les Falcons, même les Bears, ils n'avaient pas autant de salary cap. Ça veut dire qu'en fait, la free agency, vous avez vu, elle a commencé depuis lundi. Et ben, depuis lundi, ils auraient pu faire aucun mouvement, se mettre d'accord avec Lamar, attendre encore 5 jours la réponse des Ravens et, pendant, donc ça fait 10 jours où ils auraient été complètement bloqués et ils auraient perdu. Bah, vous avez vu tous les joueurs qui ont été signés, les équipes qui ont beaucoup de salary cap, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de trous. Et on a vu, elles ont été très actives, que ce soit les Falcons, que ce soit les Bears, que ce soit même les Raiders aussi. Et, ils ont été hyper actives et ça aurait complètement plombé en fait leur intersaison de se mettre sur Lamar Jackson. Donc Et il pour y a un truc résumer, aussi à savoir, c'est c'est que les autres propriétaires, s'il y a un truc qu'ils veulent surtout pas faire, ils veulent surtout pas négocier un contrat et entre guillemets, je suis désolé du mot, mais et passer pour des cons d'être l'équipe qui a négocié le contrat de Lamar Jackson pour que ce soit les Ravens qui le récupèrent tranquillement en fait. Donc ouais. il y a Et aucune perdre chance ta en fait free qu'il passe agency ce en contrat. plus. Et en plus perdre sa free agency. Ça aurait été catastrophique en fait pour n'importe quelle franchise. Donc globalement, pour résumer, très bon move des Ravens qui ont laissé la charge aux autres équipes de faire le boulot en sachant que il y aurait très peu de Ça le chances ferait. qu'il y ait un contrat proposé. Et du coup, la suite pour lui, c'est quoi? Ils jouent cette année sous le tag et ils essayent de rediscuter l'année prochaine? Alors, très bon move, je suis pas persuadé non plus parce que voilà, faut savoir que malgré tout, en NFL, il y a une part d'humain. En plus, Lamar, c'est son propre agent. Je pense honnêtement qu'il a pas vraiment apprécié en fait que les Ravens, ils se comportent comme ça avec lui. Déjà qu'il doit être énervé que depuis après 2 ans de négociations, ils aient pas réussi à se mettre d'accord et que bah voilà, il a l'impression qu'on le paye pas à sa juste valeur. Donc ça, c'est la première chose. Et puis maintenant, il se retrouve avec bloqué avec un franchise tag qui est beaucoup moins important que la valeur du tag exclusif.
qui globalement on partait à 45 millions, mais ça aurait baissé en fait. Je vais pas faire l'explication, mais ça aurait plutôt baissé aux alentours de 37-38. Ça fait quand même 5 millions de perdus. Donc oui, c'est un bon move de la part des Ravens. Et surtout, enfin, je pense qu'ils avaient pas vraiment de choix en fait. Moi, je suis pas dans leur front office, je sais pas ce qu'ils font. Mais s'ils en sont arrivés là, c'est qu'ils se sont dit, bah voilà, pour l'instant, on est vraiment dans une impasse. Il faut faire quelque chose. On va faire ça. Peut-être que ça va marcher. Il n'y a pas beaucoup de chance. Et au pire, bah on va continuer les négociations avec Lamar et et espérer aboutir à un accord. Moi, je suis partagé. Je sais pas comment ça va se finir. Je, J'aimerais quand même que ça se termine par un deal pour Lamar. Ça m'emmerderait qu'ils jouent sur le tag cette année, qu'ils aient du coup la possibilité de le tag une deuxième fois l'année prochaine, où on augmente juste son salaire de 20%. C'est ça le problème avec Lamar, hein, c'est qu'on est seulement au début du process. Ouais. Moi qui suis fan des Cowboys, je me rappelle de ce qui s'est passé avec Dak Prescott, mais c'était différent. Dak Prescott, c'était pas un premier tour, donc il n'y avait pas de cinquième année. Il a eu le tag une fois, les Cowboys ont commencé à vouloir remettre une deuxième fois, mais ils savaient qu'à ce moment-là, après, c'était la dernière année, on pouvait plus négocier. Sauf que là, les Ravens, ils peuvent encore attendre 2 ans, quoi, s'ils veulent. Donc c'est Ouais, ils pas ont le facile temps, tout hein. ça. Bon, écoute, Ouais, Alex, pour lui faire passer niveau la humain, j'aime pilule, pas du tout, moi. on lui met un petit receveur 1 gadget enfin, et puis on lui dit non, mais t'as vu, on t'a pas prolongé tout de suite, Non, non, mais mais quand même, on te donne de quoi non, kiffer. non, c'est dégueulasse parce que le mec en plus a été MVP. C'est pas, on parle pas, voilà. Et tu vois l'année dernière un Deshaun Watson qui récupère 46 millions par an garantis tous les ans. Bon, c'est Après moi, alors c'est pas toujours populaire, mais je suis pas partisan de parce qu'une équipe a fait une énorme erreur, celle-ci est non, non, obligée de du faire tout, pareil. Moi, je comprends que les du tout. Ravens lui donnent pas non plus pour un QB qui ne joue jamais tous les matchs de la saison, il aura toujours 3-4 à droite, 3-4 à gauche à cause de Bobo. Je peux comprendre les réserves de s'aligner à long terme, même si c'est un MVP, tu vois. À lui aussi de prouver quand il va aller en playoff, quand il va retourner en playoff, qui peut avancer, Ouais. quoi. Moi, je pense que la saison Après, prochaine, elle va être déterminante. ouais. Après, ça dépend de ta franchise. Encore une fois, je pense qu'un Ouais. mec comme ça qui fait dans une franchise un peu plus émotionnelle, je pense que ça signe beaucoup plus vite, quoi. Mais bon, c'est Ah, Mathieu, t'as un avis là-dessus? Ouais, juste la dernière chose que je voulais dire, je pense que ce qui peut débloquer la situation, ça va être les contrats des autres quarterbacks. Pas de ce qui a été signé maintenant, mais des autres top quarterbacks. Normalement, on devrait cette année avoir le contrat de Joe Burrow, le contrat de Jalen Hurts et le contrat de Herbert. Ouais. ouais, Et en fonction en fait de la structure de ces contrats-là, combien il y aura d'argent garanti, quelle somme totale, etc. Peut-être que là, il y aura d'autres précédents maintenant qui vont un peu effacer l'histoire Watson et qui vont peut-être faire bouger les choses. Ça, ouais. je Il y pense aura que peut-être s'il y a aussi celui que tu as. et peut-être celui de toi, je suis pas sûr. Je pense qu'ils ont plutôt, avec ce qui s'est passé l'année dernière, plutôt envie de le voir jouer sur Oui, bien sûr. sa cinquième année. Et non, c'est même pas sa cinquième. Ils ont Là, c'est activé sa sa quatrième, cinquième. c'est comme les Ouais, c'est autres. sa Ouais, ouais. quatrième. Non, non, non. Il n'y aura pas de contrat pour toi cette année. Ils ont activé déjà sa cinquième année, qui sera à 22 millions et les poussières, je crois, parce qu'il n'a pas été Ouais. au Pro Bowl. D'ailleurs, tous les fans des Dolphins qui pleuraient parce que, hein, toi, il n'avait pas été au Pro Bowl alors qu'il avait reçu le plus de votes des téléspectateurs, et ben, ils peuvent remercier qu'il ne soit pas allé au Pro Bowl. Ça leur fait économiser l'année prochaine 7 millions, il me semble. C'est Très déjà bien. pas Eh ben mal. merci. Bah, c'est très bien de parler de ça, ça me fait une transition parfaite pour les QB remplaçants. On les fait à la volée pour clôturer l'épisode quarterback. On a justement Mike White qui a signé chez les Dolphins pour avoir une doublure qui puisse quand même tenir la baraque en cas de blessure de Tua. On a vu Heineke prendre 2 ans 20 millions justement chez les Falcons qui avaient de la place et qui ont décidé de ne pas attendre Lamar Jackson. Dans les signatures de QB qu'on pourrait éventuellement voir sur le terrain, on a Andy Dalton, 2 ans 10 millions chez les Panthers. On a j'espère qu'on ne verra pas Jared Stidham ou Case Keenum, mais qui ont pris des contrats de backup, pareil, 2 ans, autour de 6 ou 7 millions en fonction du profil. Et voilà, globalement, on a Ouais, il y, fait le il y en tour. a Si, deux autres, hein. T'as dernier contrat intéressant. Ouais, Jacoby Brissett qui vas-y. a pris un an 8 millions et Baker Mayfield qui a pris un an 4 millions de ce que je vois. Donc Jacoby Brissett aux Commanders et Baker Mayfield aux Bucks. Un an 4 millions, ça me paraît être un vol, personnellement. Bah, sachant que
on sait pas qui sera le numéro 1, même s'il part, je pense, sportivement avec une avance sur Kyle Trask, quand Ouais. même s'il a pas toujours été rassurant. Écoute, assez d'accord avec toi. Je sais pas ce que t'en penses, Mathieu, mais je pense qu'on est là assez d'accord pour dire que parmi ces QB qui ont signé un contrat court et pas cher, c'est probablement le plus intéressant, en tout cas celui qui engage le moins une équipe pour un potentiel de réussite existant, Ouais, quoi. ouais, j'aime beaucoup le contrat de Baker Mayfield parce que il n'y a pas de, il y a pas d'engagement, il y a rien. En gros, la seule chose à laquelle ils peuvent un petit peu espérer, bah, c'est que d'un seul coup, ils retrouvent un niveau qu'on avait un petit peu entrevu quand il était chez les Browns. Mais et sinon, parce que le problème, c'est que vu leur position de draft, ils vont pas vraiment pouvoir aller chercher un quarterback. Donc je trouve ça très bien. Ça aurait été pour moi une grosse erreur qui s'engage sur un Derek Carr ou sur un Garoppolo ou un truc comme ça. Donc c'est très bien pour eux, à mon avis. Après, ils ont, ils ont fait revenir un petit peu d'autres joueurs quand même. C'est un peu bizarre en fait. On a Mm. l'impression qu'ils vont reconstruire et puis en même temps, ils ont re-signé c'est Devin White, leur linebacker, il me semble. Alors Ils c'est ont pas signé très la très cher. Monte David aussi. Non, c'est Lamonte David, pardon. Devin White, c'est l'autre Ouais. linebacker plus jeune. Oui, Lamonte David hier. C'est pas énorme, c'est 7 millions, mais c'est quand même, ça fait quand même de l'argent. Alors je peux comprendre, hein, le côté, de vouloir garder un joueur comme ça, d'expérience, qui est vraiment un leader. Par contre, pour le coup, moi je pensais vraiment qu'ils allaient pas pouvoir garder leur cornerback et ils l'ont re-signé Dean et c'est un excellent joueur et le contrat est vraiment super. Je crois que c'est 12 ou 13 millions l'année. Donc là, ça vaut vraiment le coup de faire des efforts, dans le futur, en fait, pour pouvoir re-signer un joueur comme ça. En tout cas, comme vous l'avez compris, il y a eu énormément de mouvements au niveau des quarterbacks et globalement, le peu de place qui reste, ça va être adressé via la draft. Donc là, on a quand même une pictures vachement plus claire de qui vont être les starters pour les endroits où il y a deux joueurs en concurrence au poste de QB la saison prochaine. Messieurs, on va passer immédiatement. Je vous propose qu'on fasse un paquet, histoire d'avancer un peu plus vite sur les skill positions, donc les running backs, les receveurs et les tight ends. Est-ce qu'il y a déjà un joueur dont le contrat vous avez envie là tout de suite de vous jeter dessus? Ouais, tu as 3 receveurs quand même qu'on signé pour des. Ça a mis du temps, j'ai l'impression, les receveurs à signer, mais tu en as quand même 3 qu'on signé pour des montants plutôt corrects. Lazard qui a signé pour 4 ans, 44 millions aux Jets. Jacoby Myers pour 3 ans, 33 millions aux Riders, ce qui a entraîné d'ailleurs le trade de Darren Waller aux Giants. Et Juju qui a signé pour 3 ans, 25 millions aux Patriots. Mais globalement, il y avait beaucoup de free agent receveurs et je trouve que ça n'a pas trop signé. T'en penses quoi des contrats, Mathieu? C'est c'est calme, mais il y a pas. Alors, il y a beaucoup de receveurs, mais il y a pas de star. Il n'y a Ouais. Ouais. aucune star là-dedans. Il n'y a pas de receveur numéro un. Et on le voit de toute façon, avec les années, il y a de moins en moins de receveurs numéro un qui arrivent jusqu'à cette fenêtre en fait, et d'être free agent. Souvent, ce qu'on observe, c'est que soit ils sont re-signés très tôt par leur franchise, ou alors un an avant la fin de leur contrat, comme avec Edgy Brown l'année dernière, et ben on les envoie, on les trade à une équipe qui veut donner ce gros contrat. Donc ça fait plusieurs années que le marché des receveurs il est relativement faible en talent. Moi je comprends pas la signature honnêtement de Juju Smith-Schuster à New England, sachant qu'en plus Jacoby Myers il part pour quelques millions de plus Ouais. à Las Vegas, c'est un peu étrange. Enfin, là, s'il y a une signature que j'aime pas, c'est celle de Smith Schuster. Bah, et non, il y a aussi celle de Robert Woods qui a signé au Oui. Texan. Non, mais c'est pas un contrat anodin. C'est 3 ans, non, c'est deux ans pour 15 millions et il y a 10 millions garantis. C'est catastrophique comme contrat. Voilà. Assez d'accord pour un receveur 2 quand il est en forme, 3 quand il l'est plus, et l'historique de blessure de la dernière année, enfin, de ce qui s'est passé récemment avec les Titans, était pas hyper rassurant sur lui. Donc ouais, globalement, tu l'as bien résumé. Le marché des receveurs, il se fait surtout maintenant par les trades
Et là, très clairement, le A.J. Brown, entre guillemets, de cette année, c'était DJ Moore, Alex. Nous, c'est un joueur Ouais. qu'on aime beaucoup. T'en as pensé quoi de ce transfert chez les Bears? Moi, j'aime beaucoup DJ Moore et c'est vrai que quand on parlait du trade, donc les Panthers qui sont repassés en numéro un par rapport comment dire, aux Bears contre le 9e tour, un fin de deuxième tour qui n'était pas le leur de cette année, ensuite un premier tour en 2024 et un deuxième tour en 2025, plus du coup DJ Moore. On parlait que les Bears devraient recruter un receveur en plus du package qu'ils auraient. Nous, on pensait plus à Michael Pittman, mais DJ Moore, j'adore. Moi, donc, ouais, non, ça c'est un très bon move. Mais après, je crois que DJ Moore, il était encore bien sous contrat. C'est juste que les Bears le voulaient absolument et du coup, ils ont préféré faire ça avant le début de la free agency pour savoir ce qu'ils avaient comme budget. Ouais, DJ Moore, c'était déjà son deuxième contrat, hein, quand même, hein. C'est un joueur qui arrivait très jeune dans la ligue. Je crois que c'est déjà joué 5 ans. Il a seulement 26 ans. Je sais même pas s'il les a déjà. Mais non, c'est un move excellent pour eux parce qu'en plus, DJ Moore, il va pas être trop cher puisque il y a les Panthers qui ont absorbé une partie en fait de son ancien contrat. En fait, ils ont absorbé le bonus à la signature qu'il leur avait donné et donc du coup, les salaires ils sont accessibles. On a 20 millions cette année, 16 millions l'année prochaine et 15 millions la dernière année pour un receveur. Enfin, c'est quand même un mec. L'année dernière, c'était un peu moins bien, mais sur les 3 années précédentes, il fait 1200 yards avec des QB nuls, quoi. Et c'était le seul quarterback entre 2019-2021 à faire chaque année minimum 1200 yards et je crois 8 touchdowns, quelque chose comme ça. Donc non, non. Globalement, en fait, tout le trade en fait des Bears avec les Panthers, il est très bien pour les Bears. Ouais, Ouais. ouais, assez d'accord. Franchement, nous, en tout cas, de notre côté avec Alex, je sais qu'on a apprécié. Bon, chez les receveurs, pas d'autres gros mouvements. Je vous propose qu'on passe sur les running backs. Et chez les running backs, on a surtout vu du franchise tag, notamment chez Tony Pollard, Josh Jacobs, Saquon Barkley. Mathieu, t'en penses quoi? Est-ce que c'est 3 situations assez similaires? Est-ce que ça a des impacts différents sur le cap de leurs équipes ou le franchise tag fonctionne toujours de la même façon? Non, le franchise tag, c'est toujours la même chose. Donc c'est 10 millions pour chacun, 10,09. Euh, moi, je trouve ça très bien le franchise tag, hein, moi, sur les running backs. Ouais, Parce qu'en plus, c'est une position qui est de plus en plus dévaluée. Ça veut dire que le franchise tag, il est abordable et il sera de plus en plus abordable au fur et à mesure des années en pourcentage de salary cap. Et, et moi, je suis pas pour en fait donner des longs contrats aux running back. On voit en fait ce qui se passe quand un running back arrive au franchise tag. Ça veut dire qu'il a déjà fait soit 4 soit 5 ans dans la ligue et des running backs qui sont efficaces, on va dire après la 7e ou 8e saison. Mais si on fait l'histoire récente de la NFL, on les compte sur le doigt d'une main. Et en plus, c'est souvent des joueurs qui n'avaient pas un rôle majeur au début de leur carrière. Mais par exemple, quelqu'un comme Saquon Barkley, ou ce qui s'est passé avec Ezekiel Elliott, c'est des joueurs quand même qui ont déjà énormément de miles. ouais, Mm. Qui ont déjà énormément de carry, c'est des joueurs qui, il faut pas oublier la carrière universitaire. C'est en carrière universitaire, c'est des joueurs qui portaient le ballon 200, 300 fois par saison. Donc tu arrives déjà un petit peu au plafond. Moi, je trouve ça très bien de donner le tag et puis à la limite, voir cette année, s'il n'y a pas de baisse, un deuxième tag l'année prochaine, ça sera que 12 millions en fait. Donc il faut savoir, par exemple, juste pour prendre l'exemple Ezekiel Elliott, il a fait un hold-out après sa 3e saison, donc il a forcé la main à Jerry Jones, il a signé un contrat, et au final, cette extension qui à la base était de 6 ans pour 90 millions de dollars, et ben en fait il a fait que 2 saisons sur ce contrat-là, parce qu'il lui restait son contrat rookie et sa 5e saison, et ce qu'il faut savoir, c'est que si les Cowboys, ils avaient pas cédé, que Zeke Elliott, il avait fait son contrat rookie, plus la 5e année en option, plus 2 franchise tags, et ben les Cowboys, ils auraient quand même économisé 15 millions de dollars. Ouais. ok, Ouais. ok. Ouais, non, le tag, nous, on est d'accord, hein. De toute façon, les running backs, vraiment un dominant tout seul dans le backfield, il y en a de moins en moins. C'est risqué quand ils se pètent. Leur donner des contrats long terme sur la position où tu prends le plus de coups, c'est bon, en termes de business, hein, si on pense que vraiment que business, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Et surtout, on a des systèmes comme celui
des Niners avec Shanahan, même si là maintenant il a tradé pour McCaffrey, mais avant ça, on a bien vu qu'avec avec une bonne ligne et des jeux bien dessinés, tu pouvais faire d'un running back qui sur le papier était quelconque un joueur très très talentueux. Donc ouais, ce tag qui va baisser d'année en année, comme tu l'as super bien expliqué Mathieu, je pense que c'est intéressant. Toutes les équipes n'ont pas décidé de faire ça. Il y en a certaines qui ont signé des running backs, notamment les Lions, qui ont globalement remplacé Jamal Williams par David Montgomery. Des contrats, des contrats qui, à l'année, sont plus ou moins similaires. En tout cas, ça me choque pas. Ça se joue à 1 ou 2 millions, là, de tête. Je les ai plus sous les yeux, mais je crois que... Ils ont, du coup, les Lions ont pris David Montgomery pour 3 ans, 18 millions. Et les Saints ont pris Jamal Williams pour 3 ans, 12 millions. Ouais, donc il y en a un 6 millions 12 l'année, millions. l'autre 4 millions de l'année. Quand même, il y a Ouais, 50% plus cher. après, J'avoue ne Alors, pas comprendre le move. juste tu pour les parlais juste comptes, avant, Mathieu. Ouais, tu ouais, parlais un peu avant de Myers. ouais, juste pour les contrats en fait des joueurs consignés. En plus, bon, ça c'est ce qui est annoncé, mais dans la réalité, avec les garanties, Miles Sanders c'est 2 ans pour 12,5-13 millions. David Montgomery, ça peut être que 1 an pour 8,75 millions. Et si jamais ça marche pas, ils peuvent le libérer. Ça aurait été que 1 an pour un peu moins de 9 millions. Et Jamal Williams, ouais, voilà, il y a que 1 an de garantie aussi, donc. Ok. Mm. C'est juste 4 millions. En fait, le problème avec les running backs, c'est ça, c'est que en fait, on voit, il y a plein de bons running backs. Il y a très peu d'équipes qui ont vraiment besoin d'un running back dans la ligue. Et malgré tout, on voit que dans la liste des free agents qui restent, il reste encore Singletary, il reste du coup Foreman qui va partir des Panthers. Il y a Kareem Hunt, il y a Damian Harris des Patriots. Maintenant, il y a Ezekiel Elliott aussi, qui malgré tout peut toujours rendre service à une équipe s'il a un rôle bien particulier. Donc c'est pour ça que c'est aussi difficile. Le deal de Miles Sanders, c'est une moyenne d'un peu plus de 6 millions par an, à 25 millions sur 4 ans. Ça le met, si on compte pas les franchise tags de cette année, hein, ça le met dans le top 10 à la position. Ouais, c'est énorme quand même. Je, je faisais une blague il y a quelques jours, mais c'est pas loin de se réaliser. Dans 2-3 ans, les kickers gagneront plus d'argent que les running backs. Ouais, oui, il y a eu notre, c'est Matt Gay qui a C'est pris un Matt gros Gay. contrat, ouais, qui a pris un contrat genre 22 millions sur 4 ans, en tout cas annoncé, mais mais sur le papier, après, qui a pris un contrat bien plus élevé que celui que de pas mal de running back, quoi. Très clairement, Ouais. Et c'était un... il y a eu il y a eu un petit move. Et là, du coup, je vais poser deux questions en l'occurrence. La première, elle est pour Mathieu, puis après aussi peut-être pour Mathieu aussi. Mais j'ai vu qu'Alexander Mattison avait prolongé chez les Vikings pour 2 ans, 7 millions. Il y a eu quelques rumeurs sur lesquelles Dalvin Cook pouvait éventuellement partir ou je sais pas si c'est cut ou être tradé. Déjà, est-ce que c'est possible pour Dalvin Cook d'être cut ou tradé? Alors, Oui, tout est c'est possible. possible. Oui, c'est possible, clairement. Après, s'il se fait cut, en fait, il y aurait, euh, il y aurait 8 millions de dead money et 6 millions d'économies pour les Vikings. Donc, c'est tout à fait possible. Par contre, juste une info, il faut que la décision elle arrive très vite parce que Delvin Cook, on est le 16 mars et le 17, il y a 2 millions de son salaire qui devient garanti. Donc, à part, en fait, si les Vikings décident de le garder et dans l'espoir de trouver en fait un partenaire de trade. Mais si ils ont la volonté d'éventuellement le relâcher, eh ben, il faut le faire avant demain soir parce qu'après ça coûtera 2 millions plus cher, hein. Ok. Ok, très clair. Et du coup, ça amène à une des questions d'un des auditeurs, Jérôme. Ouais, exactement. Qui demandait si les Dolphins devaient faire all-in justement, soit sur Derrick Henry, donc plutôt dans le cadre d'un trade, puisque les Titans n'ont visiblement pas l'intention de s'en séparer gratuitement, et je ne sais pas si c'est possible non plus. Tu as déjà répondu pour Dalvin Cook. Globalement, toi, avec les prolongations de Wilson et de Mostert, avec la room globale de running back qu'il y a chez les Dolphins, est-ce que tu penses, Mathieu, il y a un intérêt pour les Dolphins à se positionner du coup soit sur Cook, soit sur Henry, et quel impact ça aurait sur leur cap? C'est difficile à dire. Je pense pas que ce serait quelque chose de très intéressant à faire.
j'ai pas le contrat de. Je regarde juste une petite seconde. J'ai pas le contrat de Derrick Henry cette Eh bien, en tant année. que fan des Titans, je peux te dire que la réponse est beaucoup trop chère pour un running back qui est dans une équipe où il n'y a pas grand monde autour. Ouais, donc non, c'est 11 millions de salaire. Ça voudrait dire que quand même, l'équipe qui l'accueille devrait payer 11 millions pour Derrick Henry. Je trouve ça cher. Il faudrait éventuellement envisager, parce que ça c'est toujours possible, que les Titans prennent une partie du salaire à leur charge. Comment ça se passe en fait? C'est que juste avant le trade, eh ben, les Titans peuvent transformer, on va dire, je sais pas, par exemple 3 millions du salaire en bonus à la signature, ce qui descend le salaire à 8 millions ou à 7 millions si c'est 3 ou 4 millions, et ensuite le trade se fait, et donc ça permet en fait de récupérer un petit peu du capital de draft un petit peu plus important en fait. C'est assez régulier hein, que les Ok. équipes s'échangent en fait du capital de draft contre de l'argent en fait dans le cadre de trade en fait. L'équipe dit bon bah voilà, le joueur coûte cher, coûte 15 millions, je prends la moitié du salaire à ma charge et au lieu de me donner un quatrième tour, tu me donnes un troisième ou un deuxième. Ok. Ok. Voilà. Et Donc est-ce que ça ça explique? pourrait se faire dans ce Ouais. sens-là. Et du coup, tant qu'on est sur les Dolphins comment dire, les joueurs qui coûtent cher mais qui au final coûtent pas si cher que ça, on a pu voir Jalen Ramsey être tradé pour un troisième tour et Hunter Long. C'est aussi une question salariale là, du coup. Ouais, il y a une question salariale, c'est que les Rams, ils sont dans, Tu alors, peux le dire. j'ose pas dire reconstruction totale, mais au moins dans une demi-reconstruction, peut-être jusqu'à l'année prochaine. Je pense qu'ils mettent un petit peu, ils font un petit peu une croix sur cette saison-là. À mon avis, le plan, c'est de repartir dès l'année prochaine. C'est pas d'avoir une reconstruction qui dure 2 ans. Sinon, ils se sépareraient également d'Aaron Donald. Ils essaieraient de vendre Stafford à fond, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Et oui, donc oui, c'est une question financière, clairement. C'est c'est aussi un joueur, malgré tout, Ramsey, je trouve, a un petit peu décliné déjà depuis 2 ans. Ça reste excellent, mais ce n'est plus le meilleur cornerback de manière indiscutable qu'il a pu être il y a 3-4 ans. Donc voilà, quand il y a un gros salaire comme ça, il restait quand même quasiment 40 millions de garantie. Enfin, en tout cas, les Dolphins ont accepté de garantir, il me semble, 38 millions dans le cadre de Ouais. son échange chez eux. Il y a pas énormément de franchises qui pouvaient accéder à cette demande, et donc un marché assez faible pour les Rams, pas énormément de concurrence, et donc ils se sont contentés d'un troisième tour. C'est quand même une bonne affaire, je trouve, pour les Dolphins. J'aurais plutôt vu Ouais. un deuxième. Bon, là, je Ouais, suis on a pas sûr été qu'on en surpris. avait un. On Oui, n'a pas c'est peut-être grand-chose les aussi par Dolphins. des. Ouais, quand on avait fait le bilan, 4 pics, un truc comme Là, ça, ou ils ont 6 plus que pics 4. et Ils pas ont plus très. que Ouais, 4. 4 Je pics. crois qu'ils ont plus que 4 pics là, ouais. Bien, messieurs, on va finir ces skill positions avec les Titans et ça va aller très très vite puisque globalement, les deux plus gros mouvements en termes de masse salariale qui ont bougé, ce sont les trades de Darren Waller et de Jonnu Smith. Donc Darren Waller qui est parti des Riders pour aller chez les Giants et peut-être être cette cible qu'attendait Daniel Jones. C'est pas un wide receiver, mais on sait que Darren Waller est capable d'avaler énormément de yards. Et ouais, Jonnu Smith chez les Falcons. Là, Alex, je te pose une question purement sportive. Est-ce qu'on va voir la saison prochaine chez les Falcons des alignements avec peut-être deux Titans, un receveur qui sera Drake London, un running back qui sera probablement Tyler Algier et un gadget player comme Cordarel? Ou est-ce que vraiment ils se disent Kyle Pitts, bon, on n'arrive pas trop à l'utiliser, on a plutôt le plan de passer au sol, pourquoi pas le trader pendant qu'il a de la valeur? Non, Qu'est-ce que non, t'en non, penses? non, là, ils vont balancer à deux tight ends. Ils en ont un autre en plus qui était bon, qui a fait bien l'intérim pendant que Kyle Pitts n'était pas là. Je les vois pas le trader, Kyle Pitts. Ils ont même pas encore scratch the surface. Ils ont même pas Ouais. encore commencé à voir ce qu'ils pouvaient faire avec Kyle Pitts. Je trouverais ça bizarre qu'ils le trade. Après, je sais pas ce que t'en penses, Mathieu. Moi, je trouverais ça très bizarre. Ouais, ouais, moi aussi. Moi aussi. J'y ai quand même pensé un petit peu quand j'ai vu le trade de Ouais, Jonnu ça m'a Smith, parce surpris que aussi. non, mais c'est vrai qu'il y a eu changement de coach, et donc on est passé quand même à un Kyle Pitts qui avait des défauts en première année, mais qui dépasse quand même les milliards, ce qui est extrêmement rare pour un Titan rookie, à une deuxième année globalement catastrophique. Donc
peut-être que éventuellement que les coachs se disent bah non, ça va pas avec notre philosophie, il a pas les qualités en fait qu'on recherche dans un tight end. de bloc, On ouais. a déjà vu ça quand même, hein, c'est déjà arrivé quand on voit par exemple ce qui s'est passé avec Kadarius Toney l'année dernière. Il est parti après 1 an et demi seulement Ouais, Après, sur son contrat rookie et c'était un premier tour aussi. Donc ouais. bon, mais là franchement, ça serait vraiment un échec retentissant quoi. Kyle Pitts c'était le quatrième choix, il me semble, ou le cinquième oui, choix, quelque chose ouais, comme c'est un ça. C'est quatrième ouais, choix, ouais. quatrième. Ouais. Donc quatrième choix du premier tour, tradé après 2 ans, alors qu'en plus il a une saison rookie où il dépasse les Excellente, ouais. milliards, ça Mm. serait... Non, j'y crois pas. Non, en vrai, j'y crois pas trop non plus. Je mettais le sujet sur la table parce que ce trade était assez curieux et je lisais que dans tous les cas, au pire, Kyle Pitts serait juste aligné comme un receveur extérieur et que l'arrivée d'un autre Titan pourrait être du coup pour assurer le travail d'un Titan, réception courte et bloc. Donc, à voir comment il sera utilisé la saison prochaine. Dernier contrat qui va nous intéresser sur les skill positions, c'est le franchise tag à la position de Titan qu'a reçu Evan Engram. Mathieu, qu'est-ce que tu penses du franchise tag pour les tight ends? Quand j'ai vu le montant, à titre personnel, je l'ai trouvé super haut. Bah, c'est un peu plus de 11 millions, si ma mémoire est bonne, j'ai pas Ouais, les c'est chiffres ça. C'est devant moi. 11 millions 3. D'accord. Non, mais faut savoir que les Titans, ça coûte cher quand même maintenant. Quand on regarde bien, Darren Waller l'année dernière, il avait signé un contrat à 17 millions de moyenne. George Kittle, c'est 15 ou 16 millions. Il y a Travis Kelce qui doit être dans ces eaux-là aussi. Donc j'ai pas, faudrait que je regarde, mais bref. Non, ça me paraît logique. Les Titans, ça coûte très cher en fait maintenant. Ouais, Donc et puis on a pu voir aussi Josh Oliver, hein. Lui, il est plus bloqueur Ouais. de Baltimore, qui est parti aux Vikings pour 21 millions sur 3 ans. Donc juste quand tu bloques, tu prends 7 millions. Après, c'est un bloqueur excellent, mais donc, quand tu reçois en plus, c'est vrai que tu peux avoir pas mal d'argent. D'ailleurs, ouais. aparté J'ai pas trop sportif, compris hein, cette ouais, signature-là par contre, hein. bah, c'est Ça me. exactement ce que j'allais dire. Mettre un, Ils ont pris l'année dernière un coach qui va de plus en plus vers la passe. Ils ont Justin Jefferson. On voit que Dalvin Cook potentiellement peut-être porte de sortie. Donc globalement, on sait même pas qui sera le numéro 1 la saison prochaine si Cook s'en va. Et tu prends un Titan qui bloque alors que tu as déjà investi sur TJ Hawkinson. Vraiment, les Vikings, fans des Vikings, je n'ai rien contre vous, je n'ai rien contre votre franchise, mais je comprends rien à ce que vous faites, clairement. C'est non mais C'est dit. non mais ouais, je le dis quand même. Franchement, le joueur est ultra intéressant, mais pour moi, il va pas au bon endroit. On reste en attaque, messieurs, et on va faire toute la ligne offensive. Alors, les cas sont un peu différents d'un poste à l'autre et il n'y a pas beaucoup finalement de. Il y a quelques centres qu'on prolongé, mais c'est pas les moves les plus gros. J'ai envie qu'on s'intéresse à un double move, celui qui concerne les Chiefs. Les Chiefs qui n'ont pas prolongé Orlando Brown parti chez les Bengals et qui ont signé Jawan Taylor en provenance des Jaguars. Je crois qu'il paye Jawan Taylor plus cher que ce qu'il payait Orlando Brown. Alors, c'est pas exactement le même poste, hein. Il y a un left tackle, un right tackle. Mais globalement, Mathieu, qu'est-ce que tu penses de ces contrats? Pour toi, quelle est la logique derrière ces moves? Je vois aucune logique euh, du côté des Chiefs en fait à faire ce move. Je ne comprends pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, il y a souvent un peu un débat, et pareil que j'arrive pas trop à comprendre, à dire comment il s'appelle Orlando Brown, c'est pas un left tackle, c'est un mec qui doit jouer à droite. Ça fait quand même plusieurs années qu'il joue à gauche, et personnellement, je le trouve bon. Il fait des bonnes saisons, et c'est vrai que lui, en fait, il veut absolument jouer à ce poste-là parce que c'était le poste de son père, et il est hors de question pour lui de jouer à droite. Bref, donc là, finalement. Alors, est-ce que les Chiefs ne voyaient pas d'avenir pour Orlando Brown à gauche? Mais je pense pas, parce comme je vous dis, il vient de Il a faire fait une bonne au moins saison. 2 saisons avec eux. Il fait une très bonne saison, rien de spécial. C'est pas le top left tackle de la ligue, mais pour moi, il est largement top 10 et il se rapproche plutôt même du top 5. Donc, c'est bizarre. Et donc, pour le remplacer, en plus, ils vont chercher euh, un joueur qui était chez les Jaguars, qui jouait à droite, avec l'intention de le faire jouer à gauche, Ouais. et il le paye C'est 80 millions sur 4 ans. Et dans la foulée, 2 jours après, Orlando Browns reçoit un contrat de 64 millions pour 4 ans
pour jouer à gauche. Donc, moi, je comprends pas la logique du côté des Chiefs. Moi, je pensais vraiment que quand j'ai vu les Chiefs en fait signer euh, Juwan, j'ai oublié Jawan son nom, Taylor. Jawan Jawan Taylor, ouais. Taylor, pardon, Jawan Taylor. Je me suis dit, oh là, Orlando Brown, déjà, c'était pas facile avec les Ravens, la négociation, etc. Ouais, il Il demande voulait sûrement beaucoup trop 95. d'argent. Voilà, il voulait beaucoup trop d'argent. Il voulait toucher un contrat un petit peu comme les top left tackle de la ligue aux alentours de 22-23 millions par an. Et ben non, pas du tout en fait. Il a pris 16 millions. Alors c'est un contrat. J'adore la structure parce que il y a énormément d'argent en début. Donc c'est très bien. C'est peut-être même limite un petit peu trop exagéré parce que si 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 Orlando Brown joue bien, il va limite vouloir renégocier après la troisième année, mais là clairement sur ce mouvement-là, sur ce double mouvement entre ces deux joueurs, c'est clairement les Bengals qui sont gagnants. Je trouve qu'ils ont le meilleur joueur, un joueur en plus qui, malgré tout ce qu'on dit, a déjà joué à gauche et a déjà bien joué à gauche, alors que de l'autre côté, les Chiefs, ils ont pris un joueur qui paye plus cher et dont on n'a aucune garantie qui va lui pouvoir faire la transition du poste de tackle droit au poste de tackle gauche. Voilà. Donc du coup, ce que tu dis, c'est qu'Orlando Brown, il va avoir beaucoup d'argent au début du contrat. Et du coup, quand ça va devoir enfin payer Joe Burrow, coûtera moins cher. Oui, ouais, oui et non. En fait, ce qui se passe, c'est que oui. Alors, ils ont donné un Sur le énorme principe. bonus à la signature. Ouais, c'est ça. Ils ont donné un énorme bonus à la signature de 31 millions. Donc, ça veut dire qu'en cash, il va recevoir beaucoup d'argent. Je crois qu'il Hmm. reçoit sur ses 64 millions, il va toucher 42 millions en cash sur les 2 premières années. Par contre, pour le cap, ça va être réparti Ouais, sur c'est les réparti. autres, Ok. un petit peu sur les autres années. Mais malgré tout, ce sera pas un contrat quand même. Ils auraient pu faire beaucoup moins la première année, en fait. Ok. Ok. S'il l'avait souhaité, en termes Sach- de salarié. Sachant que, pour ceux qui se poseraient la question, il y a quasiment pas d'écart d'âge entre les deux joueurs. Jawan Taylor a 26 ans, Orlando Brown a 27 ans. Donc vraiment, même cette transition ne peut pas s'expliquer par un Orlando Brown, par exemple, qui aurait 32 ans et un Taylor qui aurait 24. Il n'y a même pas cette idée de renouvellement. On est sur des joueurs de quasiment de la même génération. Donc ouais, assez d'accord avec toi Mathieu, ce move est difficilement compréhensible. Autre équipe qui va être très intéressante là sur ce qui s'est passé au niveau de la O-line, ce sont les Broncos. Les Broncos qui ont récupéré Mike McGlinchey des Niners et Ben Powers des Ravens. Pareil, ça c'est deux des plus gros contrats signés par des joueurs de ligne offensif. Alex, là je commence par toi. Sportivement, on voit directement que l'objectif c'est de remettre Russell Wilson sur pied et de le protéger pour pouvoir profiter de son talent, en tout cas de ce qu'on a vu de la fin de saison, du semblant de mieux qu'il y avait en fin d'année. Ah oui, clairement. Bah clairement. Bah là, c'est un move. Tu peux pas faire mieux pour aider ton, comment dire, ton QB. Enfin, en tout cas, tu payes le right tackle le plus cher, tu payes le guard le plus cher. C'est, c'est assez fort. C'est assez fort. Ils avaient besoin d'aide. Euh, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire, notamment au niveau des receveurs. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi ils veulent en trader un. Est-ce qu'ils veulent plus courir et que c'est aussi pour ça qu'ils Ouais. ont mis une grosse ligne? J'ai vu qu'ils avaient recruté un running back dont le nom m'échappe. Tac, 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 Denver Broncos, je suis dessus. Sam Adjepirine, ils ont pris. Donc, ils ont pris un peu, un peu de monde. Ils ont recruté un fullback aussi. Donc, est-ce qu'ils ont envie de plus courir? Moi, c'est un peu l'impression que j'en ai. Et de donner le moins de chance à Russell Wilson de faire des dingueries. Mais en tout cas, au vu de ce qu'on a vu de la fin de la saison dernière, il peut y avoir de l'espoir que ce soit soit pour courir, soit pour lui donner plus de temps. Du coup, Mathieu, les contrats au vu des perfs des joueurs, ils te plaisent dans leur structure? Ouais, c'est des structures très franches. Il y a rien qui est surgonflé. L'argent, il est distribué de manière enfin, égale d'année en année. Et je trouve que c'est, à mon avis, un tout petit peu surpayé, mais c'est le principe hein, de la free agency. Ouais. Tu surpayes en général un petit peu. Puis de toute façon, c'est un move typique. C'est typique Sean Payton. Ça a toujours été le cas quand il était aux Saints. La ligne offensive pour lui, c'est très important. Et pas que les tackles, également l'intérieur de la ligne. Il était habitué avec Drew Brees d'avoir un quarterback assez petit, et donc c'est le cas aussi avec Wilson, et donc il reproduit le même schéma en fait, de vouloir absolument le protéger, et surtout que la poche ne s'effondre pas de l'intérieur.
Donc non, non, c'est deux signatures qui sont correctes, hein. Ok, ouais. En tout cas, si elles font du sens financièrement et qu'elles font du sens sportivement, visiblement, c'est plutôt une bonne note qu'on a envie de mettre là-dessus aux Broncos. On va parler Falcons aussi. Les Falcons ont prolongé Caleb McGarry pour un contrat. Alors moi, sous les yeux, j'ai 3 ans, j'ai 34 11, millions. Moi, c'est ce que ouais, j'ai. j'avais 11,5 millions l'année, donc c'est à peu près ça. Ouais, ça Et ils ont correspond. aussi Ah, ouais. prolongé Chris Lindstrom euh, pour 5 ans et Ouais. 105 millions. Là, pareil, on a dit s'ils se sont pas positionnés sur Lamar, du coup Mathieu, c'est aussi pour pouvoir faire ces prolongations, et on en parlera en défense, mais aussi faire venir Jesse Bates. Ouais, 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 bah de toute façon, les Falcons, c'est eux qui avaient vraiment le plus de cap. Ils s'étaient débarrassés de Matt Ryan l'année dernière, ça leur avait coûté une fortune. Et donc là, l'année dernière, on était sur un assainissement en profondeur de l'effectif et du salary cap. Et là, on repart. Il faut payer des joueurs, quoi. Donc, je trouve très très cher la prolongation du guard. C'est Lindstrom, c'est ça? Ouais, Ouais. Ça devient le guard le mieux payé de la ligue. Donc, il était sur sa dernière année de ce contrat, enfin, il était sur son année son année, la cinquième année en option, et ça devient quand même 21 millions par an, c'est énorme pour un joueur comme ça. Et j'étais pas au courant qu'ils avaient re-signé Caleb McGarry. Je l'avais, soit ça s'est fait il y a pas longtemps, soit je l'ai zappé, je l'ai pas vu passer dans tout le fil de l'actualité, donc j'ai aucune info sur son contrat. ouais, bah l'actualité est hyper dense, hein. Pour vous donner un peu les coulisses de préparation de cet épisode, quand on s'est penché un peu sur tous les mouvements qu'on a décidé de faire par position, on s'est dit que si on devait parler de chacune des signatures, on allait plutôt vous faire un live 24 heures qu'un épisode de podcast. Donc, euh, donc ouais, Déjà très que très l'épisode est long. clairement. Ouais, déjà profitez-en, on vous fait un très bel épisode. Pour finir sur cette partie offensive, on va faire à la volée la signature de Nate Davis qui part des Titans, qui signe chez les Bears. On a Shaquille Mason qui quitte les Bucks pour les Texans. Et on a eu du mouvement chez les Cowboys. Mathieu, ça je suis sûr que tu es du coup très très au courant. Connor McGovern qui est parti. Dans mes souvenirs, c'était quand même un joueur performant de cette ligne. Il est parti chez les Bills. Qu'est-ce que tu penses, un, de sa perte côté Cowboys, et deux, de son arrivée déjà sportive mais aussi financière chez les Bills? Non, aucun problème. Alors oui, c'est un joueur qui était un petit peu sur courant alternatif, qui n'a pas été très très régulier. Au final, ils avaient essayé un petit peu de l'installer en 2021. Ça n'avait pas trop marché. Il avait quand même joué parce que Connor Williams s'était blessé. L'année dernière, il était titulaire. Ça a été pas mal, mais c'est pas excellent. Enfin, le salaire auquel les Bills l'ont signé, j'aurais jamais accepté de le signer à ce tarif-là pour les Cowboys. Donc moi, je suis très content. Ça fait un cinquième tour de compensatory pick pour les Cowboys. Je crois que c'est 7 millions et demi de moyenne à l'année. Ça le met dans le top 20 des guards si on prend left guard, right guard confondu. Donc je trouve que c'est un petit peu cher, mais c'est quand même un joueur qui est encore assez jeune. Il a que 25 ans. Il va avoir 26 ans bientôt, il me semble. Donc il peut encore se développer, il peut devenir bon. Comme Connor Williams, ça fait une très bonne saison avec les Dolphins cette année, alors qu'il était parti de chez nous l'année dernière. Euh, Ça peut être bien, mais pour Dallas, je trouve que c'était un peu cher. Ok, ok, ouais. C'est vrai que s'il est top 20 en contrat et qu'il n'est pas top 20 sportivement, si on voit ça d'un point de vue purement asset sportif, très clairement, c'était pas une si bonne plus-value de le garder. Messieurs, nous allons passer à la défense. Et je vous propose d'attaquer par le premier rideau, donc les edge et les defensive tackles. Globalement, il y a eu quand même du mouvement. Alors, on va commencer par le contrat le plus cher, la prolongation de Darren Payne. Enfin, pas la prolongation, il a été tagué d'ailleurs. Il a été tagué, tag qui est très très haut. Et justement, c'était ça ma question, Mathieu. Est-ce qu'ils ont eu raison de le taguer, ou est-ce qu'ils auraient dû à tout prix trouver un accord avec lui?
Non, je pense pas. Je pense que c'était la bonne solution de le taguer. Faut savoir que les vrais bons enfin les bons joueurs, parce que je dirais pas que c'est que Darren Payne est pour l'instant un vrai très bon joueur, mais c'est un bon joueur. Il a la particularité aussi pour un joueur de ligne défensive de jouer énormément de snaps, d'être Ouais. présent quasiment tout le temps en fait, tout le temps sur le terrain et d'être performant. Donc moi, je trouve que c'est quand même un petit peu cher. Après, bon, malgré tout, c'est une position hein, qui se paye cher, hein, on le voit hein, au top de la. Quand on regarde les salaires à cette position-là, il y a 20, 22 millions, 21 millions, etc. Il y a quand même quasiment une quinzaine de joueurs qui gagnent plus de 15 millions par an. Et donc, avec l'inflation, on va dire. Et puis en plus, il y a toujours une petite taxe, je pense, actuellement, pour rester chez les Commanders. Donc, ouais, c'est un petit peu surpayé, mais c'est le sens de l'histoire, quoi. Ouais, c'est la fameuse taxe. Les gars, on fait tout en défense, donnez-nous de l'argent. On verra le jour où vous nous aurez mis un bon quarterback dans l'équipe, mais en attendant, c'est nous qui faisons le boulot. Mais ouais, ils avaient aucun intérêt à le perdre, Alex, en tout cas sportivement. Bah non, non, non. En plus, les Commanders, leur point positif, c'est clairement leur défense. Ils sont pas. Enfin, ils ont un QB qui sera du coup sûrement Jacoby Brissett ou Sam Howell, sûrement Sam Howell, mais il y a les deux dans le roster, c'est pas ça qui va te faire gagner un match nécessairement. Donc ouais, la défense, faut la lock le plus possible. Ouais, j'espère pour eux qu'ils drafteront un quarterback quelque part, ou qui trouveront une solution pour avoir mieux que le duo Brissett-Howell. Même si c'est Ça va bien de pas être laisser la cette année, chance je à pense, Howell. hein. Ouais, ça me fait un peu peur, mais tu sais, j'ai l'impression qu'ils vont user cette défense et que les mecs vont être soit blessés, soit fatigués, soit saoulés, alors qu'elle est au top et que de l'autre côté du terrain, c'est compliqué. Même McLaurin d'ailleurs. Faut qu'il prépare 80 millions de salary cap pour l'année prochaine pour donner tout à Lamar Jackson. Exactement. Une équipe dont on a déjà parlé sur la ligne offensive, qui pareil a été assez active en défense, les Broncos. Les Broncos qui ont perdu Draymond Jones et qu'ils ont remplacé par Zach Allen. Euh, Pareil, comme toujours Mathieu, la question, qu'est-ce que tu penses de ces contrats? Les deux joueurs ont exactement le même âge, ils ont tous les deux 26 ans. De ce que je vois, c'est des contrats qui par année coûtent plus ou moins la même chose. Ces moves des Broncos et du coup des deux autres équipes concernées, Seahawks, Cardinals. Débrief-nous un peu tout ça, qui s'en sort bien, qui s'en sort moins bien. C'est assez. Moi, je préfère la signature des Broncos avec Zach Allen. C'est un petit peu moins cher. Il y a un petit peu plus de garantie dans le contrat aussi. Mais globalement, ça revient au même parce qu'en fait, les Seahawks, ils veulent jamais donner plus d'une année garantie. En fait, ils donnent un bonus à la signature, ils garantissent la première année, mais ils garantissent jamais la deuxième. Ils veulent pas le faire. C'est, euh, c'est comme ça que fonctionne leur front office. Et même pour Russell Wilson, à l'époque, il ne l'avait pas fait. Donc il y avait un très très gros bonus à la signature qui le rendait incoupable pendant pendant 3 ans minimum. Mais par contre, les salaires n'étaient pas garantis. Euh, voilà, dans les faits, je trouve que Zach Allen, c'est quand même, il est à peu près le 15e defensive tackle le mieux payé de la ligue, à 15 millions par an. Il y a quand même 2 millions de plus par an pour les Seahawks avec des Raymond Jones. Donc, mais c'est deux bons contrats en fait. Hein. J'ai pas, si je crois que j'ai pas fait le sur Twitter, je fais des petits grades de gros deals comme ça. Je sais pas si je les ai déjà fait, mais en tout cas, c'est clair que si je devais donner un grade, c'est B, B-, c'est pas en dessous. Donc. Ok, ouais, hyper intéressant en tout cas. On voit que les Broncos n'ont clairement pas envie de s'affaiblir. Et Contrairement. Les Seahawks ont fait quand même quelque chose de très beau, c'est qu'ils ont récupéré en gros, tu fais un process de vecteur, ils ont récupéré un defensive end des Cardinals. Et les Cardinals qui se renforcent absolument pas dans la division, tu sens que tu risques d'avoir 2 victoires faciles quand même parce que entre ça et c'est Byron Murphy qu'ils ont perdu aussi. Ouais, puis Les même la Cards, blessure de Kyler, hein, tout ouais, ouais, non, mais simplement. enfin, chez les Cards, il n'y a rien qui va aller. Et ouais, franchement, je trouve que les Seahawks, ils arrivent encore à se renforcer et à faire des plutôt bons coups. Ouais, bah c'est clair que quand tu vois la division, globalement, ça devrait encore jouer le top 2 de la division et donc assez naturellement une qualif en playoff.
Équipe qui Ouais. ne s'est pas si bien renforcée. On en a déjà beaucoup parlé, les Saints. Je vois que les Saints ont perdu Marcus Davenport et David Onyemata. Les deux sont partis. Alors Davenport pour les Vikings, Onyemata pour les Falcons. Deux joueurs qui globalement jouent à peu près sur les mêmes positions. Quand on voit à combien ils ont été signés dans leur nouvelle équipe, Mathieu, est-ce que ce sont des bons contrats et les Saints avaient-ils un moyen de les garder? Davenport, j'ai plus le contrat en tête. Je sais pas à combien il a été Je crois que Alors signé. c'est j'ai 13 13 millions millions par l'année. an. Ouais, Mais 13 c'est un millions une contrat que année. c'est que un an, hein, c'est ça, hein? Ouais, ouais. Ouais. Je sais pas. Ouais, pour l'équipe, pour les Vikings, de toute façon, ils sont pas en rebuild. Ils essayent un petit peu de reconstruire à la volée, mais en restant compétitif. Et puis c'est normal, hein, quand on a gagné 13 matchs l'année dernière. Le contrat de Davenport, ouais, moi je trouve ça pas mal. C'est honnête, c'est honnête. Onyemata, je trouve que c'est cher quand même pour les Falcons. Les Falcons, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont un petit peu dilapidé le magot dès le départ, et il y avait peut-être la possibilité de trouver un peu mieux quand même. Parce que ils ont signé Onyemata pour 3 ans en garantissant euh, plus de 60% du salaire à 12 millions par an, il me semble. Ouais. Ouais, c'est à peu Et près ça. c'était pas non plus un joueur extraordinaire, hein. Me semble-t-il, c'est pas un mauvais joueur, mais ça me paraît surpayé. Donc, je Et, préfère la signature de Davenport. écoute, je pense que Alex sera d'accord avec moi, mais nous, on va avoir un petit devoir de mémoire et de réserve sur des signatures qu'on trouve un peu chères, puisque on a pas mal, on s'est pas mal moqué des Jaguars à l'intersaison dernière, avec des signatures qui paraissaient excessives et qui finalement se sont avérées payantes sportivement, même si ça ne se justifie pas de surpayer jusqu'à un certain point. Donc j'ai quand même envie de voir. Je vois qu'Onyemata a 31 ans. Je me dis, est-ce que tu payes pas un peu le prix de l'expérience, tu vois, pour encadrer ce groupe jeune? Je vais attendre de voir ce que ça donne sportivement. Et ouais, ça c'est vraiment le type de contrat sur lequel j'ai pas envie de m'engager en me disant, ah, c'est surpayé, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses derrière qui vont au-delà et qui justifient le prix, quoi. Ouais, ne plus jamais parler sur les Jaguars. Dernier contrat, messieurs, sur lequel on va s'arrêter à la position, bien évidemment. En termes de signature, c'est la plus grosse, celle de Javon Hargrave, qui, euh, qui part des Eagles pour aller chez les Niners. Les ennemis d'hier sont les partenaires commerciaux d'aujourd'hui. Salaire annuel, je crois, de 21 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on en pense, Mathieu? Ouais, mais c'est un excellent joueur, quoi. Donc c'est comme ça. C'est ce que je dis, voilà, à la free agency, quand il y a des postes qui, malgré tout, enfin, quand il y a un tel écart entre le meilleur joueur disponible et le reste, même s'il y a quand même, il y avait de bons joueurs derrière, quand on dit Marcus Davenport, euh, Dalvin Tomlinson, mais Ouais, c'est un autre profil. Dalvin Tomlinson, c'est plus un run stopper. Le truc en plus, c'est que Javon Hargrave, c'est un pass rusher, quoi. Et des pass rushers excellents à l'intérieur de la ligne défensive, il y en a très peu. Donc oui, c'est cher, je trouve. Il a déjà 30 ans. Donc c'est minimum 2 ans, 40 millions garantis. Et limite, je crois que la troisième année, il y a quelque chose dans le contrat qui se déclenche avant. Donc ça peut plutôt être dans les faits 3 ans et 60 millions. Mais bon, voilà, les Niners, ils ont une grande force sur leur ligne défensive et ils renforcent encore une force. J'aime bien ce principe en règle générale. Je trouve que plutôt de boucher tous les petits trous un petit peu partout, je trouve que c'est toujours très bien dans la construction d'une équipe d'insister sur une force, voilà, sur une partie de l'équipe qui est déjà très forte et d'avoir, surtout quand c'est une partie aussi importante que la ligne défensive, de la rendre vraiment dominante. Donc, euh, Ouais. donc j'aime bien ce qu'ils ont fait les Niners là-dessus. 100% d'accord, hein. Le théorème Raphaël Nadal. À l'entraînement, il tape plus de coups droits que de revers, alors qu'il est déjà très fort en coups droits. Vraiment, cette idée d'appuyer sur les points forts, moi, je valide. Je sais pas ce que t'en penses, Alex, mais totalement. T'as peur maintenant. Quand tu vas jouer les Niners, t'as un peu peur de tout. Donc ouais. c'est c'est top, c'est top. C'est ouais, j'adore. Puis parce qu'ils payent pas de QB aussi en ce moment. Donc Ouais. t'as une flexibilité financière qui est quand même là, hein.
Ouais, c'est sûr avec Brock Purdy et Trey Lance, pour l'instant, c'est Et 2 Sam contrats Darnold, attention, rookies. hein. C'est Oui, et Sam Sam Darnold qui doit Darnold. coûter le plus cher, non? Ouais, 1 an, 11 millions, je crois? Non, 4 millions Qu 5. 4 000 000? J'avais Ouais. cru lire une somme à presque 2 chiffres. Non. Je pense qu'il a, en fait, c'est souvent le cas pour ce genre de quarterback quand ils sont pris, c'est qu'ils sont pris pour être backup et éventuellement, vu comment ça va se passer pendant le camp d'entraînement, vu qu'on ne sait pas avec le coup de Purdy s'il sera revenu ou pas, il pourrait être starter. Et c'est pour les quarterbacks comme ça, il y a souvent énormément en fait de bonus, soit de performance, soit de temps de jeu en fait. Et c'est pour ça Ah, ça que peut il y a monter. Ok. voilà, un contrat de 4 millions peut facilement monter à 10 ou 12 millions en fait, rien qu'avec ça. OK, Ok. en tout cas, c'était une petite aparté sur ce poste-là, mais si on pouvait donner un conseil aux Niners, pensez à signer un 4e QB, ça pourrait vous servir la saison prochaine. Voilà. On a déjà un peu parlé de pass rush, on va continuer puisqu'on passe au linebacker. Ces mecs qu'on envoie, soit à 3 pour marquer Travis Kelce, soit quand il y a pas Kelce pour essayer de plaquer le quarterback adverse. Il y a eu pas mal de mouvements, hein, très clairement, sur le poste de linebacker, pardon. On a eu Matt Milano qui reste chez les Bills. On va parler des joueurs qui restent chez eux déjà. Jermaine Pratt qui reste chez les Bengals. On a Quincy Williams chez les Jets. Alex Singleton chez les Broncos. Et Roquan Smith, est-ce qu'il y a eu du mouvement sur son contrat, Mathieu? Alors non, Roquan Smith, il a été signé pendant la dernière saison en fait. Il a été signé au mois de décembre par les Ravens. D'accord, Ah, ok. j'en avais raté l'info. Ok. Donc contrat de 100 millions sur 5 ans, 20 millions par an. Ok. Vu le niveau Top. du joueur, pareil, j'ai envie de dire mérité. Sur les autres prolongations que j'ai avancées, est-ce qu'un contrat te choque, te paraît surpayé, sous-payé? Euh, non, j'ai bien Matt Milano, je trouve que c'est pas mal. Euh, Après, donc il y a Tremon Edmonds qui est parti aux Bears. C'est un profil qui est assez dans le Roquan Smith. Enfin, Ouais. non, non, c'est pas, non, c'est pas, non. Les deux contrats sont très similaires en fait. Il faut savoir avec, on a l'impression que c'est beaucoup moins, mais il y a une structure en fait qui fait que sur les 3 premières années, qui sont globalement la garantie en fait des contrats, et ben on est quasiment à la même chose. Roquan Smith, il va toucher 60 millions sur 3 ans, et Tremon Edmonds, il va toucher 57 millions sur 3 ans. Donc à 1 million près, on est sur le même contrat. Et après, vu que ce sera plus des sommes garanties, c'est les fins de contrat. Donc la dernière pour Edmonds. Et enfin, limite, le contrat d'Edmonds c'est plus favorable parce que lui, sa dernière année, elle est moins chère. Elle est seulement à 15 millions, alors que Roquan Smith, on reste sur les 20 millions par an sur les deux dernières. Hmm. De ce que j'ai entendu, en fait, Tremon Edmonds, c'est un joueur, ça c'est clair, on l'a toujours vu, c'est le linebacker moderne, pardon, grand et qui joue très bien la passe en fait, un petit peu comme Fred Warner aussi. Et apparemment, ça va très bien avec le système défensif des Bears. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont eu. Donc pour les Bears, je suis un petit peu mitigé parce que je trouve quand même qu'ils ont un peu surpayé pour Tremaine Edmonds. Et en même temps, ils ont fait un super bon deal avec le linebacker des Eagles, ce qui est TJ Edwards, Ouais. et qui là, ils ont signé pour 3 ans à une moyenne de 6 ou 7 millions par an. Je crois que le contrat, c'est Ouais, 18 c'est ou 20 20 millions millions. environ. Voilà, 20 millions. Et là, par contre, là, c'est un contrat que j'aime beaucoup dans la valeur. Ouais, hyper intéressant d'avoir. Finalement, ils avaient lâché Roquan Smith l'année dernière, ils prennent Edmonds et Edwards là à cette intersaison. On sent qu'ils ont envie d'avoir de la profondeur, de ne pas être trop dépendant de grosses stars et de répartir ça un peu mieux. Moi, en tout cas, sportivement, je ne peux que valider. Sur les linebackers, on va s'arrêter aussi très rapidement sur Van Der Esch, voilà, puisque tu es fan des Cowboys quand même. Content de sa prolongation? Ouais, ouais, ouais. Bah, globalement, en fait, je suis ravi de l'intersaison des Cowboys pour l'instant, en fait. Je trouve qu'il n'y a Ok. aucun Il y a aucun mouvement en fait avec lequel je suis en désaccord, et je vous dis ça honnêtement, c'est très rarement le cas. Donc c'est pas comme si j'étais un fan aveuglé. Non mais aveuglé, non mais c'est vrai que des fois on a toujours tendance à voir un petit peu les choses un peu plus roses pour son équipe. Je pense que honnêtement c'est pas le cas pour moi, mais voilà, Leighton Van Der Esch a fait une très bonne saison l'année dernière. Il y a malgré tout quand même des questions vis-à-vis de sa santé. C'était seulement sa deuxième, on va dire, bonne saison après son année rookie qui avait été excellente en 2018.
Donc, forcément, il y a des questions sur sa santé. Il n'allait pas avoir un gros contrat, mais moi je pensais pas qu'on allait réussir à le garder. Moi je pensais qu'il allait toucher peut-être entre 7 et 8 millions par an. Et là, finalement, on le garde pour 2 ans, 4 millions par an, une année seulement de garantie. Donc, si son niveau de jeu rebaisse ou qu'il se blesse et qu'il est plus en état physique, on peut s'en séparer facilement. Enfin, je trouve que c'est vraiment c'est très bien pour les Cowboys, hein. Eh bien, messieurs, c'est top. On va passer sur le fond de terrain et on va enchaîner avec tes Cowboys, Mathieu, puisque vous avez récupéré Stephen Gilmore dans un trade et je crois prolonger Donovan Wilson. Déjà, est-ce que tu es content de ces deux moves et c'est quoi un peu l'impact sur le cap de ces deux contrats? L'impact sur le cap pour le trade, en fait, c'est 10 millions. Ok. Il a un salaire de 8 millions, mais il me semble qu'il y a un bonus, il y a un bonus, roster bonus là, qui va être touché aux alentours de 1 million. Et il y a aussi des bonus s'il joue les matchs à hauteur de 1 million. Et sachant qu'il a joué tous les matchs l'année dernière, et ben, tous ces bonus, c'est ce qu'on appelle les bonus likely to be earned, et ben, ils comptent sur le cap parce qu'on estime que ben, voilà, vu qu'il a joué tout l'année dernière, il devrait jouer tout cette année. Après, s'il manque des matchs, eh bien, ça sera redonné au cap des Cowboys l'année prochaine. Bon, c'est qu'un million, on va pas en faire un quart d'heure, mais globalement, seulement un cinquième tour de choix, enfin un cinquième tour de draft, pardon. En plus, c'est un compensatoire pick, donc c'est vraiment la fin du cinquième tour. Et pour un joueur qui, bah oui, qui est certes vieux, mais qui a fait une excellente saison l'année dernière, c'était le meilleur joueur des Colts, quasiment l'un des seuls points positifs de cette équipe. Donc moi, je suis super content parce que moi, je voulais qu'on aille chercher justement un vétéran comme ça, ce qu'on appelle un rental, pendant 1 an. Et moi, ma cible, c'était Patrick Peterson. Je trouvais qu'il avait fait une Mmh. bonne saison aussi aux Vikings l'année dernière. Ouais. Et il n'avait pas un salaire très élevé. Et je pensais qu'il y avait la possibilité de le signer aux alentours de 5 millions, 6 millions. Finalement, je crois qu'il a eu un petit peu plus avec les Steelers, parce Ouais, qu'il a eu il a eu 14 pour 2 ans. voilà, 14 pour 2 ans. Et il y a 7,5 de garantie. Donc voilà, la différence, c'est 2 millions de différence entre les deux joueurs. Et, clairement, Gilmore, il est quand même meilleur que Peterson, même si les deux avaient fait des bonnes saisons. Donc c'est encore mieux que ce que je voulais faire. Pourquoi c'est super important pour les Cowboys? Désolé, je vais un peu en profondeur parce que c'est mon équipe. C'est France. parce que ça va leur donner énormément de flexibilité en fait. Là, ils Ouais. étaient bloqués, ils avaient qu'un seul vrai cornerback à l'extérieur. Et donc, du coup, pour le deuxième poste, est-ce qu'il fallait re-signer Anthony Brown? J'étais pas vraiment pour. Faire passer Darren Blunt, qui a été un rookie et qui à la base est un slot corner, mais qui a été mis à l'extérieur et qui a pas trop mal joué. Mais pour moi, sa position, c'est quand même l'intérieur. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec les autres? Enfin, ça donne vraiment de la profondeur et de la diversité, en fait, dans le backfield des Cowboys. Parce que maintenant, Darren Blunt va pouvoir jouer à l'intérieur. Éventuellement, on va pouvoir se séparer de Jordan Lewis et économiser quasiment 5 millions sur le cap. Euh, Vu qu'on a re-signé aussi Donovan Wilson, donc pareil, pour pas très cher, vu que c'est 7 millions par an, et moi je l'estimais à 8,5 par an. J'avais fait un post sur le Twitter de Cowboys France. Donc pareil, c'est moins que ce que je pensais. Et on a un autre joueur qui s'appelle Israël Mukwamu. Et l'année dernière, pendant les playoffs, c'est à la base un safety, mais qui est moitié safety, moitié cornerback. Et c'est lui qui a joué dans le slot pendant que Darren Blunt il était à l'extérieur. Ce qui fait que d'un seul coup, en fait, le move de Gilmore, ça nous donne beaucoup de profondeur et beaucoup de flexibilité. Et si un safety se blesse, eh ben, on pourra mettre Mukwamu au poste de safety. Et, et on sera pas bloqué par le fait qu'il faut déjà qu'il joue au poste de slot parce qu'on a Bland qui sera à l'intérieur ou Jordan Lewis. Donc je suis vraiment ravi de la signature, enfin du trade pour Gilmore. Ok, bah comme tu l'as cité, c'était potentiellement lui. T'aimais bien le profil de Patrick Patterson. Patterson est parti chez les Steelers. Jeu de chaise musicale. Attention, c'est pas si dur que ça à suivre. Patterson est parti des Vikings aux Steelers. Les Vikings, pour le remplacer, ont pris Byron Murphy des Cardinals. Globalement, des contrats, pareil, encore une fois. Est-ce qu'il y a un contrat vraiment meilleur que l'autre? Alors, grosse différence cette fois, Byron Murphy a 25 ans alors que Patrick Patterson a 33 ans. Ouais, bah, c'est
Murphy, c'est encore bien, hein, c'est encore la fin, des chaises musicales, elle s'arrête toujours aux Cardinals. Eux, ils vont jouer vraiment, ils vont récupérer, j'ai l'impression, que des undrafted free agents et ils vont jouer avec ça pour voir ce que ça peut donner, on dirait. Donc, moi, j'aime beaucoup Byron Murphy et je trouve qu'à Minneapolis, ça risque d'être pas mal. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Dans les signatures pas mal, j'aime beaucoup Cameron Sutton qui va des Steelers aux Lions. Là, au-delà du financier, d'un point de vue sportif, il leur fallait absolument ce genre de cornerback à mettre dans l'équipe. On a des prolongations aussi. On l'a cité en parlant des Bucks tout à l'heure. Mathieu l'a très bien cité, mais Jamel Dean a été prolongé par les Bucks. C'était leur meilleur cornerback, bonne opération. Les Pats, ils ont prolongé Jonathan Jones, pareil, très bonne opération. Et James Alex, ton Bradbury. petit. Ouais, il y a Bradbury, c'est vrai. Mais surtout, je voulais en venir à ton petit chouchou parce que il est, même si c'est un gadget player qui est utilisé un peu Ah, partout, il est encore listé cornerback. Keshawn Nixon des Packers a été ouais. prolongé par son front office. Ouais, alors par contre, j'aime bien le joueur, mais je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Je sais plus combien ils l'ont prolongé, mais je trouve ça énorme. Je crois que c'était 6 ou 7 millions pour un T'en an. penses quoi de ce contrat, Mathieu? Je l'ai pas trop regardé. Moi, j'ai pas ça. Ouais. J'ai 4 millions pour un an. Ok, bah, j'ai dû voir autre chose alors. Donc, à part Mais s'il y a. Non, là, ce que je vois, c'est un an, 4 millions avec un peu moins de 2 millions de garantie. ok. Ah oui, c'est 4 ans. C'est 4 ans, ça va alors. Ah, j'avais lu 6 ailleurs, mais j'ai dû mal lire quelque chose. 4 ans, ça va. C'est un peu cher quand même, mais ça va. Les Et puis, safety du coup, aussi. moi, j'aurais Vas-y, une petite Alex. question pour toi, Mathieu. Du coup, vu qu'on a parlé de Bradbury rapidement, on a vu un peu que toute l'équipe se fait dépecer au niveau des Eagles. Ils ont quand même réussi à garder Bradbury. Alors, et ça, c'est une question aussi pour nos auditeurs. Ils ont cut Darius Slay et visiblement, ils vont le garder. Alors, moi, j'aimerais bien Ils l'ont pas cut savoir. en fait. Ils l'ont pas cut au final? Non. Ok, d'accord. Je croyais qu'ils allaient le En fait, cut pour le re-signer moins cher, ce que je trouvais un peu bizarre de la part de Darius Slay. non, le cut a jamais été effectif. L'info est arrivée dans la nuit et depuis, j'ai pas eu le temps de voir s'il y avait d'autres infos qui étaient sorties. Euh, Apparemment, hein, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que euh, les, les Eagles voulaient que Darius Slay on continue de restructurer son contrat. Il faut savoir que la plupart du temps, ça se fait automatiquement. C'est même souvent une clause dans le contrat de dire on peut restructurer ton contrat, transformer ton salaire en bonus à la signature quand on le veut et tu n'as pas ton mot à dire, mais c'est pas automatique, c'est pas dans tous les contrats. Donc peut-être que c'était pas le cas chez lui, ou peut-être que pareil, il voulait rajouter ce qu'on appelle les void years. Vous savez, c'est des espèces de Oui, d'années fantômes à la fin du contrat pour étaler encore plus. Et en plus, les Eagles, c'est vraiment les champions du monde pour ça, pour faire ça sur leur contrat. Donc peut-être qu'il ne voulait pas et que de là est partie la première info qui a été on donne l'autorisation à Slay d'aller chercher un trade et puis quand il n'a pas trouvé de partenaire de trade, il va dire on va le couper et puis peut-être que ça a changé au fur et à mesure, que lui a changé d'avis, qu'il a été voir son agent, qu'il a dit moi j'ai envie de rester là, donc finalement je suis ok pour, euh, pour restructurer mon contrat. Peut-être qu'en fait, Slay à la base voulait pas que restructurer, il voulait peut-être rajouter une vraie année de contrat en plus, une ou deux en plus, avec de la garantie. Peut-être que les Eagles ne voulaient pas, peut-être qu'ils voulaient négocier un petit peu son contrat à la baisse. J'ai pas l'impression qu'il y a eu de négociation à la baisse. Après, ça peut toujours arriver, on va voir, hein, les infos des fois. On sait que le joueur va rester maintenant, peut-être que dans un ou deux jours, on saura qu'il a baissé un petit peu son contrat. Ça m'étonnerait quand même, mais bon, pourquoi pas. C'est voilà, c'est un petit peu étonnant la façon dont ça s'est passé, mais il y avait apparemment quand même déjà dans l'après-midi, alors c'était pas, on va dire, pas dans les médias mainstream, mais pour vraiment les gens qui suivaient de près l'histoire chez les Eagles, il y avait déjà des petits bruits qui couraient comme quoi c'était pas fait encore cette libération. ok. Ok, ouais. Très clair. Hyper intéressant, ouais, parce que la situation des Eagles, moi j'avais pris position clairement quand on avait fait le bilan des Eagles. J'avais dit qu'ils seraient pas en finale de conf la saison prochaine et je le pense toujours. On va voir comment se passe la draft, mais je trouve que cette intersaison n'est pas ultra bien maîtrisée de leur part. Donc
on a le temps de voir. On verra l'effectif au moment d'attaquer la saison prochaine, mais pour l'instant, je suis pas hyper confiant pour eux. Ils ont, et on va passer au safety, ils ont notamment aussi perdu le safety Marcus Epps qui est parti chez les Riders dans ce genre de petits mouvements. Chez les Ils n'ont safety, pas la prolongé grosse CJ Gardner-Johnson non plus, encore, non à l'heure plus, où on parle. ouais. Et la très grosse signature, le gros mouvement, c'est Jesse Bates, le safety qui était chez les Bengals et qui, encore une fois, gros acteur de cette free agency, a signé chez les Falcons. J'ai sous les yeux un contrat qui me dit 4 ans et 64 millions de dollars. Confirmes-tu ces chiffres, Mathieu? Alors je confirme que c'est ce que j'ai lu, mais je confirme aussi que c'est l'un des premiers deals qui a été annoncé lundi, et c'est un deal pour lequel on n'a pas les détails en fait. Ok, On sait que c'est 4 ans, 64 millions, que grosso modo il y a 2 années de garantie, donc 32 millions. Donc on va dire un deal assez franc, assez straightforward, mais on n'a pas vraiment tous les détails. Tout ce que je peux dire, c'est que malgré tout, Jesse Bates, c'est quand même un safety qui est excellent, ouais. et malgré le fait d'être free agent, il n'a pas, eu le top contrat à sa position. Il n'a pas dépassé Derwin James, ni Jamal Adams, ni Minka Fitzpatrick, et il va se retrouver seulement quatrième, cinquième en fait dans la hiérarchie des contrats de safety. Et ça m'amène à dire que safety, il y avait pas mal de possibilités. Il y avait Epps, il y a CJ Gardner-Johnson, il y avait Von Bell, il y avait Donovan Wilson aussi, même si c'est un safety un petit peu particulier qui joue proche de la ligne. Il y avait Tom Hill aussi des Chiefs. Donc en fait, ça faisait partie avec les linebackers. Je pense que c'était les deux positions les plus deep dans cette classe de free agent. Autant, quand tout à l'heure je disais les receveurs, il y avait vraiment que des Kidam ou des joueurs de Ouais. seconde zone, on va dire. Là, c'est pas le cas, il y a beaucoup de joueurs, et je pense que du coup, le marché, il est pas top pour les safety. Alors, on a vu qu'Adrian Euh, Amos a toujours pas signé, notamment. Ouais. Amos a pas signé, Jordan Poyer a re-signé pour les Bills, finalement. Je crois pas un Oui, contrat extraordinaire. 2 ans, je crois, Euh, et j'ai plus les j'ai chiffres. vu, j'ai vu passer sur Twitter Terrell que Edmonds. CJ Gardner-Johnson, il avait fait un petit tweet genre The Disrespect. Donc je sais Hmm. pas si c'était adressé aux Eagles ou globalement à toutes les équipes avec qui il parlait, mais Ça moi pouvait être j'en avais fait Slay un post, aussi, je sais pas. ou peut-être pour non, enfin je pense pas parce que c'était plus tôt, donc enfin Ok, je sais d'accord. pas. Donc je pense que c'est plus vraiment par rapport à sa situation hein, qu'il avait tweeté ça. Et moi j'avais mis un petit tweet effectivement sur mon compte en disant que voilà les premiers mouvements, ça m'incitait plutôt à dire que le marché était plutôt vers la baisse, en tout cas pas dans les hauteurs auxquelles on aurait pu espérer. Du coup, quelques équipes en ont profité pour faire des bonnes affaires. Tu l'as dit, il y avait le nom de Von Bell qui a été signé par les Panthers. De ce que j'ai sous les yeux, le contrat a l'air plutôt intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, mais 3 ans, 3 22 millions. millions, de ce que je vois. Ouais, 3 ans, pardon, pas 3 millions. 3 ans, 22 millions 3 millions pour pour un 22 ans, je signe des. beaucoup, hein. Ouais, pour un des bons joueurs à la position, qui est encore dans son prime, dans une défense des Panthers qui est vraiment intéressante depuis 2 ans. Moi, j'aime beaucoup cette signature. Beaucoup plus que celle notamment de Thornhill chez les Browns, que j'ai trouvé pas toujours brillant chez les Chiefs. On a aussi Ward, du coup, qui est parti des Niners chez les Texans. Et dans les gros mouvements de safety, le dernier, c'est Chuck Clark, qui a été tradé des Ravens chez les Jets. Donc très clairement, les Jets, ils se mettent dans un état d'esprit où ils récupèrent un maximum d'assets. Messieurs, on va terminer cet épisode très très rapidement, ça va être très très bref, avec ce qui s'est passé en équipe spéciale. Tu l'as dit un peu en plaisantant tout à l'heure, Mathieu, mais on part bientôt avec des kickers qui vont être mieux payés que les running backs. Et du coup, je voulais ton avis sur 3 contrats. Matt Gay, qui du coup a été signé par les Colts en provenance des Rams, la prolongation de Jason Myers par les Seahawks et celle de Matt Prater par les Cards. Que penses-tu de ces 3 signatures et qu'est-ce que ça indique sur la position? Euh, Matt Gay, c'est énorme hein, quand même, parce qu'il Ouais, y a en plus il y a la moitié qui est garantie, c'est juste en dessous de Justin Tucker. De toute façon, Justin Tucker, c'est le joueur le plus sous-payé de la ligue, tout poste confondu tous les ans, hein, quasiment. Donc,
Quand on voit la différence, non, mais qu'il y a entre lui globalement et le reste de la ligue, année après année. Donc, ouais, bah, en fait, là, j'ai envie de dire, il y a rien de surprenant, hein, pour parler un peu plus sérieusement sur les kickers. C'est globalement un marché qui augmente un petit peu tous les ans, en même temps que le salary cap, et à chaque fois, les nouveaux joueurs qui signent, quand c'est des bons kickers, et ben, ils se rapprochent des top salaires. Donc, Matt Gay, ça devient le deuxième kicker le mieux payé, et Myers, le troisième kicker le mieux payé. Donc, il y a rien de surprenant là-dedans, il y a rien de choquant en fait. C'est des deals avec à peu près la moitié du contrat qui est garanti, il me semble, c'est entre 40 et 50%. Donc c'est rien de révolutionnaire. Ok. Même, alors, chez les kickers, l'âge a moins d'impact quand même, mais on voit parfois certains joueurs qui, arrivés à un certain seuil, comme à tous les postes, déclinent totalement. Je suis quand même surpris de voir ce qu'a pris Matt Prater à 39 ans, sachant que les Cards ont, ouais, ils ont quand même vachement d'autres besoins que de se soucier de qui va passer des field goals la saison prochaine, quoi. Bah, c'est peut-être la seule manière dont ils auront de marquer des points, hein. T'es déjà. Bah, je sais pas si je suis si dur que ça. Ouais, non, mais c'est sûr. Est-ce qu'il y a un autre contrat, carte blanche Mathieu, un autre contrat où tu avais envie de rajouter un mot, une remarque à faire, une précision? Tu as le champ libre pour conclure cet épisode. Ah, là, tu me prends de court, non, Non, bah j'en avais pas t'inquiète, il y a pas vraiment. Il me de. semble pas, il me Si on a semble fait le pas. tour, Si, à la limite, on n'a pas parlé, il me semble, de la re-signature de Jason Kelsey chez les Eagles. Et effectivement. c'est assez rigolo parce que c'est un joueur en fait ça fait 2 3 ans qu'il ne sait pas s'il va prendre sa retraite et donc à chaque fois en fait il signe un contrat d'1 an où à chaque fois les Eagles lui donnent le plus gros salaire à la position et puis après il réfléchit puis il revient et donc du coup ils prennent son contrat de l'année dernière, ils font un copier-coller, ils rajoutent 500 millions ou 1 million sur le salaire de façon à ce qu'il reste le mieux payé et puis on continue et à chaque fois évidemment son contrat il a que 1 an mais on rajoute 4 années fantômes, on transforme tout en bonus à la signature et on continue comme ça jusqu'au bout. Et au final, le jour où il prendra vraiment sa retraite, eh ben, il va coûter aux Eagles à peu près 30 millions de dead money répartis sur 2 ans. Ouais, donc ça va vraiment être urgent pour eux de gagner, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, si avec ce que tu as l'air de dire, en gros, s'ils laissent passer leur fenêtre, vu les manipulations financières qu'ils font souvent, ils vont être dans une reconstruction où en plus ils auront pas de cap. Alors, les Eagles, ils le font quand même très très bien. Ils le font de manière Ok. très intelligente. En règle générale, ils choisissent les joueurs sur lesquels ils le font. Ils ne le font pas sur tous. Ils sont capables aussi de se séparer de joueurs comme ils étaient prêts à le faire avec Slay, alors qu'il lui restait du contrat. Ils ont aucun problème à absorber plus de 20 millions de dead money sur un joueur de façon à jongler, et répartir sur d'autres et ne pas aller trop loin. En fait, ils ne veulent pas s'enfermer dans une situation où ils seraient obligés, malgré le déclin d'un joueur, de le garder sur l'effectif. Donc, je leur fais quand même confiance. Malgré tout, effectivement, il faut savoir que avec le contrat de Carson Wentz à l'époque, où ils avaient déjà quand même pas mal de joueurs qui gagnaient de l'argent, etc., de façon à reconstruire l'équipe sans avoir à tout démolir, ils ont fait beaucoup de restructuration, de cap poussé vers l'avenir, mais quand c'est fait de manière si intelligente, ça se gère. Ça se gère, sauf qu'à un moment, bah, la carte de crédit, on atteint le plafond, et en fait, la seule chose qu'on peut faire, non, mais c'est continuer les mêmes restructurations, sauf que on travaille avec l'argent comme une équipe qui ne faisait pas de restructuration. Vous voyez ce que je veux dire en fait, c'est que bah, à un moment, les restructurations qu'on peut faire sont capées et on Ouais. va pas pouvoir dépenser plus que le vrai salary cap en fait de l'année en cours. L'avantage de faire des restructurations, c'est que sur 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut avoir un effectif qui vaut 300 millions à l'année sur la moyenne des contrats, alors que le cap n'est qu'à 220. C'est ça l'avantage. Mais si on le fait pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, et ben, ça fait un peu comme les Saints, ça va rebaisser. Et vous avez vu, les Saints,
y a Davenport qui est parti, il y a l'autre qui est parti aux Falcons, et ils ont remplacé ça par d'autres joueurs qui vont gagner 5-6 millions à l'année de moins. Et au fur et à mesure, on arrive vers un petit tassement, et l'équipe qui perd, qui vieillit, d'une part, et deuxièmement, qui perd en qualité. Ouais. Ouais, globalement, tu peux être à découvert, mais un jour, faut rembourser le crédit, et pour rembourser le crédit, il faut faire le dos rond. Et ça passe forcément, en fait, à un moment, de toute façon, la NFL, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas Ouais. 36 solutions, c'est la draft. C'est que on peut faire on peut jouer avec le salary cap, trader des joueurs, aller les chercher, payer des gros contrats, etc. Mais si à un moment tu n'alimentes pas en fait ton effectif par de la draft, tu vas forcément stagner et tu seras bloqué. Le but, en fait, c'est d'arriver à être agressif comme ça, parce que c'est nécessaire, je trouve, en NFL aujourd'hui. Quand tu n'as pas un quarterback qui s'appelle Patrick Mahomes ou Joe Burrow pour gagner un Super Bowl, il faut être agressif, il faut être capable de prendre des risques et de repousser en fait le salary cap un petit peu dans l'avenir pour profiter de ces fenêtres d'opportunité quand tu as réussi à assembler une belle équipe. Mais si dans le même temps tu dépenses, tu donnes, comme ont fait les Rams, tous tes choix de draft, et que tu n'as pas assez de capital draft pour avoir des munitions en fait pour recharger ton effectif, et ben ça s'arrête très très vite en fait, cette histoire. Malheureusement c'est comme ça. Il faut pas oublier que les Rams, on a toujours dit on s'en fout des choix de draft, tout est all-in, etc. Mais dans leur effectif qui a gagné le Super Bowl, il y a énormément de joueurs qui avaient été draftés entre le 3e et le 6e tour, et qui étaient des joueurs excellents et des joueurs majeurs de l'effectif et des starters. Et s'ils n'avaient pas en fait eu une réussite comme ça les choix du 3e, 4e, 5e, 6e tour, ils n'auraient jamais gagné un Super Bowl malgré les stars qu'ils ont recrutées en fait. Moralité, messieurs les GM, il faut bien travailler, même si vous avez de l'argent. Mathieu, merci beaucoup pour ta présence sur ce podcast. Vraiment, Rien, c'est un merci à vous. sujet... avec plaisir, t'es le bienvenu vraiment quand tu veux. N'hésite pas à faire, comme tu le fais toujours si bien, à nous faire des retours si on continue à dire des bêtises sur le salaire, même si je pense, et Alex va être là pour le confirmer, mais on a appris énormément de choses, nous aussi, pendant cet épisode. Ouais, clairement. Et puis, du coup, n'oubliez pas, hein, suivez Mathieu, @FranceSalary sur Twitter. Et puis, si vous êtes fan des Cowboys, du coup, sur son compte des Cowboys, qui est Cowboys France, c'est ça? Dallas Cowboys FR. Dallas Cowboys FR, voilà, on se trompe pas. Dallas Cowboys FR pour les fans des Cowboys. Et vous avez pu voir qu'il connaît son sujet. Et France Salary pour toutes les questions salary cap. Et pour nous suivre, c'est le front office sur Twitter. Donc n'hésitez pas non plus. Et oui, ça Faites-nous y des est. retours, posez-nous des questions, n'hésitez pas. Ouais, continuez les questions, on a adoré ça, voilà, on peut les poser, on a vraiment pris vos retours en compte, pour ça notamment qu'on a invité Mathieu, mais qu'on va continuer à inviter des gens, clairement, c'est le projet pour cette saison 3. On a parlé des choix des GM, et c'est une transition toute faite pour nous, Alex. Nous, la suite du programme, on va continuer de voir là ce qui se passe pendant cette période de free agency. Il reste quelques mouvements à régler, voir s'il y a des nouvelles pour Lamar, voir quelle sera la compensation pour l'éventuel trade d'Aaron Rodgers, les signatures restantes, puis on va mettre le cap sur la draft. J'ai rien oublié. Ça me semble pas mal, un bon programme. En attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Partagez cet épisode si ça vous a plu. Comme on l'a dit, n'oubliez pas, activez les petites cloches, mettez les likes, ça coûte rien, ça ne coûte qu'un clic. On se retrouve très rapidement. Ce sera sur Twitter pour savoir ce qui se passe à l'avenir. On n'a pas encore tout le calendrier. Hein. On se remet tout doucement de la série de bilan qui date encore d'il y a 15 jours. On va se retrouver assez rapidement. D'ici là, on vous souhaite une bonne journée et vive le football.